Mesdames, messieurs, chers partenaires et sympathisants du PSEJ, chers invités, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la saison 1 des e-rencontres du PSEJ qui vous sont proposées tous les 2 mois, vous le savez, un cycle de rencontres lancé officiellement au cours de l'été 2020 et que vous suivez dorénavant par milliers à travers tout le Sénégal et bien au-delà. Et nous en sommes bien ravis. Alors, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau rendez-vous consacré bien évidemment à l'entrepreneuriat et dans un secteur ô combien stratégique ici au Sénégal. Je veux parler de l'agriculture et de ses nombreux dérivés. Un sujet passionnant que je vais traiter avec la complicité de prestigieux invités, comme toujours, et que je vous présenterai dans quelques instants. Et comme toujours aussi, je veux ici saluer et remercier, comme il se doit, l'équipe d'organisation qui, une nouvelle fois, a su mobiliser ces belles personnalités qui vont rythmer avec moi notre réflexion. Elles ont accepté avec beaucoup de gentillesse de se livrer au jeu de mes questions pour vous proposer des éclairages, je l'espère en tout cas utiles, documentés, ça c'est sûr, et pertinents sur le thème du jour. Je vous espère toutes et tous bien connectés, bien installés, tranquillement. N'hésitez pas à profiter aussi de la fonction chat qui vous est disponible pour nous faire partager vos remarques, vos questionnements aussi tout au long de notre e-rencontre. Elle est interactive, c'est très important de pouvoir aussi vous écouter et de vous donner la parole tout au long de notre événement. Et comme je le fais à chaque fois et avec beaucoup d'amitié et de sincérité, je tiens à saluer et à remercier mes complices qui se cachent quelque part dans les coulisses et qui m'apportent une aide précieuse pour que tout puisse se passer de la meilleure manière sur le plan technique et opérationnel tout au long de ce nouvel épisode qui vous est proposé aujourd'hui. Voilà, je crois que tout est en place. Alors, je vais tout de suite accueillir celle à qui nous devons, comme à chaque fois, d'être rassemblés et connectés autour de cette nouvelle e-rencontre du PSEJ. Professeur Aminata Sall Diallo, bonjour et comment allez-vous, chère madame? Bonjour Guy, je vais bien par la grâce de Dieu pendant cette période de pandémie qui nous déprime quand même, qu'on le veuille ou non, un peu. C'est vrai, mais on est content de se retrouver aussi et avec le sourire. Alors, comme à chaque fois, j'ai le plaisir à rappeler que vous êtes l'initiatrice et l'administrateur général du PSEJ, le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, justement, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous rappeler les grands objectifs de ce programme qui maintenant est devenu vraiment emblématique au Sénégal, je crois qu'on peut le dire? Bon, je dirais qu'il s'agit d'un programme de promotion de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes dans les domaines prioritaires du plan Sénégal émergent, qui est la politique économique, la référence en matière de politique économique du Sénégal. Alors, professeur, je crois qu'on peut dire que vous venez de boucler au 31 décembre dernier, c'est pas si loin, un premier cycle de la vie du PSEJ, et ce, avec un vrai succès. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je suis bien informé d'abord? Oui, je dirais oui. Bon, nous venons de boucler la phase pilote. C'est important de dire que c'était la phase pilote du PSEJ avec près de 4000 personnes formées, avec un taux d'insertion professionnelle de 91%, la création de 407 entreprises, près de 3000 emplois directs et 15 000 emplois indirects créés. Un succès, certes, par rapport aux objectifs fixés, mais un triomphe modeste face à l'ampleur du problème de l'emploi des jeunes. Il nous faut amplifier ces résultats et nous aurons peut-être l'occasion de dire comment. Du coup, Madame Diallo, un nouveau cycle semble donc s'ouvrir. Alors, pour faire quoi de mieux ou de plus? Créer plus d'emplois pour les jeunes et les femmes, créer plus de richesses en s'appuyant sur les potentialités agro-silvopastorales et halieutiques de notre pays. Voilà. Alors, Madame Diallo, pourquoi est-ce que vous avez souhaité inscrire le thème de l'entrepreneuriat dans l'agriculture au programme de nos e-rencontres? Parce que l'agriculture paraît comme une opportunité pouvant relever le défi de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, d'une part, et contribuer à la réduction de la pauvreté, ainsi qu'à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Je pense que c'est une thématique très importante. Alors, professeur, au-delà du thème très important qui va être décliné dans les conversations qui vont suivre, ce qui vous importe surtout, c'est de contribuer aussi à faire battre le cœur de l'entrepreneuriat au Sénégal. Vous l'avez déjà rappelé là, c'est bien ça? Tout à fait.
parce que au-delà de l'entrepreneuriat agricole, nous avons besoin de faire de notre pays un pays entreprenant. Si on voit une enquête qui a été menée par Deloitte auprès de 7800 jeunes dans 26 pays, cette enquête nous révèle que 70% des répondants estiment qu'ils pourront travailler à leur compte à un certain point de leur carrière. Près de 82% de ceux des pays en développement s'y attendent à l'avenir, contre seulement 52% des répondants des pays développés. Pour les jeunes du monde en développement, l'entrepreneuriat est considéré comme un catalyseur potentiel du développement économique et de la création d'emplois. Nombreux sont les jeunes aujourd'hui qui, dans les pays en voie de développement, tendent à considérer l'entrepreneuriat comme une voie viable et attractive. Nous devons les écouter, nous devons les encourager, nous devons les accompagner, nous devons faire battre le cœur de l'entrepreneuriat dans notre pays. Et c'est ce que vous faites parfaitement. Merci infiniment, Madame l'administrateur général, pour votre message toujours très, très ajusté et très pragmatique, et modeste aussi. Il nous montre aussi à quel point votre engagement pour servir l'entrepreneuriat dans votre pays est absolument indéfectible. Il faut vraiment le dire, soyez-en félicités. Je me permets de vous garder avec moi pour compléter le panel des invités que je vais accueillir dans quelques secondes, si vous en êtes d'accord. Alors, mesdames, messieurs, chers invités, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet pour honorer l'invitation qui vous a été faite pour traiter un sujet qui nous a paru essentiel de réfléchir avec vous aujourd'hui pour analyser ensemble les opportunités, les contraintes et aussi les défis à relever dès lors qu'on parle d'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Alors, le sujet est évidemment vaste, à l'image des multiples facettes que revêt ce secteur de façon générale et bien entendu au Sénégal en particulier, et qu'il nous faut décrire et comprendre tant dans ses potentialités que dans ses complexités. Alors, des potentialités réalistes qui se rapportent aux questions de production, de maîtrise des filières, d'accès au financement et d'investissement, de logistique, de stockage, de mécanisation, de numérisation, de gestion de l'eau, des intrants et tant d'autres encore. Des potentialités et des complexités qui relèvent des problématiques de commercialisation avec la normalisation des produits, l'amélioration des process de transformation, la recherche de nouveaux débouchés, les compétitivités locales et régionales. Allez, je mets un petit etc. Il y en a beaucoup d'autres. Et des complexités aussi qui portent sur des défis sociétaux majeurs, ils viennent d'être rappelés en partie, comme l'emploi agricole, l'insertion économique des populations, la formation et l'élévation des compétences, l'utilisation des énergies et des ressources hydriques, la gestion des territoires et du foncier agricole, et bien entendu, une amélioration de la disponibilité et d'accès alimentaire et une meilleure sécurité sanitaire des aliments, j'allais dire tout simplement. Alors, l'agriculture sénégalaise enregistre des taux de croissance significatifs et constitue de plus en plus un vivier d'entrepreneurs et d'acteurs dynamiques, innovants et créatifs. Alors, cette dynamique entrepreneuriale doit pouvoir répondre aux défis majeurs de votre pays, mais dans quelles conditions, avec quels leviers d'action, avec quels acteurs. Autant de réflexions que j'avais envie de vous livrer un peu librement pour ouvrir le débat et amorcer plusieurs questionnements qui, j'en suis sûr, trouveront des réponses concrètes et structurées grâce à notre panel de personnalités. Alors, ce débat, j'ai la grande chance de pouvoir le conduire ce matin avec 4 prestigieux invités que je vous présente tout de suite, mesdames, messieurs. Alors, monsieur Malik Ndiaye, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Bonjour, Guy. Je vais bien. Je suis aussi ravi de pouvoir participer à ce plateau de compétences pour aborder un sujet d'intérêt. Merci. Merci. Alors, vous êtes depuis 2015 le directeur général de la prestigieuse institution dénommée la Banque agricole, anciennement Caisse nationale du Crédit agricole du Sénégal. Vous y avez fait, si je puis me permettre, vos armes depuis 1989 en gravissant tous les échelons petit à petit. Je me permets de préciser que vous êtes aussi ingénieur agronome. Et cet œil expert nous sera évidemment utile pour la conversation. Docteur Alioune Fall, bonjour. Soyez le bienvenu autour de cette table virtuelle. Comment allez-vous? Vraiment, merci pour l'invitation. Merci à Madame Diallo. Merci au PSEJ que je suis de très, très, très près. Depuis son démarrage, je pense que Madame Diallo a eu vraiment le courage de se lancer dans un secteur de risque parce que c'est l'agriculture généralement. Là où beaucoup ne veulent pas s'aventurer, notamment, je fais un peu un clin d'œil à mon ami Malingay, les banquiers.
parce que c'est un domaine à risque, bon, généralement. Bon, maintenant, se lancer dedans pour avoir un programme aussi important, je pense que vraiment chapeau à Mme Diallo. Merci pour ce gentil message. Alors, pour vous présenter, après avoir dirigé l'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA, de 2013 à 2020, je crois, vous êtes actuellement président du conseil d'administration du FARA, le Forum africain de la recherche agricole, qui est basé à Accra, au Ghana. Vous présidez également aux destinées du conseil scientifique du Centre français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. Alors, je précise que vous êtes aussi en responsabilité sur pas mal d'autres projets au niveau national, international. Vous êtes notamment, depuis 2014, le chef du projet un peu phare, développement de 3 corridors céréaliers dans le cadre de la mise en œuvre du PSE, le plan Sénégal émergent qui vient d'être évoqué. On va bien sûr expliciter toutes ces responsabilités. J'espère qu'on en aura le temps, surtout, monsieur. Monsieur Sidi Diakhaté, bienvenue à vous. Bonjour. J'espère que tout va bien. Bonjour Guy, bonjour tout le monde, bonjour M. Malik Ndiaye, bonjour M. Aline Fall, bonjour professeur Aminata Sall Diallo. Donc, bonjour également à ceux qui nous suivent sur Internet. Donc, je suis vraiment très honoré d'être dans ce panel aujourd'hui. Donc, pour vous parler de quelques défis, mais également des opportunités de l'entrepreneuriat, surtout l'agriculture au Sénégal également. Donc, je suis très heureux d'être là parmi vous ce matin. Absolument, merci. Alors nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés. C'est un honneur d'accueillir un lauréat de la toute première promotion du PSEJ, fondateur aujourd'hui de Green Agro Consulting, une entreprise individuelle qui opère dans la recherche et la production agricole. Et enfin, je ne la présente plus, vous la connaissez, elle nous a accueillis tout à l'heure. Merci à vous, professeur Aminata Sall Diallo, de contribuer aussi à notre dialogue. Alors, permettez-moi de lancer la discussion autour d'une question finalement très simple qui va nous permettre de mieux vous connaître et de saisir un peu les expertises qui nous amènent autour de cette table virtuelle. Docteur Alioune Fall, j'ai déjà dit beaucoup de choses sur vous, mais forcément de manière trop synthétique. Si je devais trouver un seul mot qui caractérise tout votre parcours professionnel, lequel serait-il? Est-ce que je pourrais dire recherche, innovation, agriculture, développement? Alors, je crois qu'il faut que vous m'aidiez un petit peu pour mettre de l'ordre dans tout ça. Bon, pour vous aider, je pense que ce serait très simple. J'ai plutôt utilisé une expression, c'est la recherche pour le développement. Très bien. La recherche pour le développement. Donc, il faut trouver des technologies et des innovations qui se trouvent bien dans, en tout cas, les questions que vous avez posées, dans le domaine de l'agriculture. Et donc, dans le domaine de l'agriculture, il faut que les gens comprennent que c'est l'agriculture au sens large. C'est la production végétale, c'est l'élevage, c'est la foresterie, c'est la pêche, c'est tout le secteur primaire, en tout cas le développement rural, si vous voulez, qui se trouve dans l'agriculture et sur lequel nous faisons de la recherche. Il ne faut pas oublier que l'agronomie, par essence, est une science de proximité. Une science de proximité, c'est-à-dire travailler avec des acteurs dans leur localité. Donc, ce qui veut dire que donc, la dimension homme, elle est importante, la dimension territoire, elle est importante, la dimension société, elle est importante. La dimension environnement, elle est importante. Donc, cette science-là, donc, que nous faisons en termes de génération de technologies, doivent être des technologies adaptées, des technologies qui puissent s'exprimer dans ces conditions d'exploitation que sont, si vous voulez, au niveau des parcelles des paysans, au niveau des, si vous voulez, au niveau des troupeaux, au niveau ainsi de suite. Donc, je pense que en matière de recherche, quand même, on a des outils scientifiques que nous utilisons. Nous l'avons dosé avec une approche sociale, notamment ce qu'on appelle une démarche participative des acteurs. Et maintenant, on est à un niveau où on fait une démarche, si vous voulez, inclusive. C'est-à-dire, on ne dit même pas uniquement les acteurs, mais les acteurs et leurs moyens de production et même l'accès au marché. C'est-à-dire, ce qu'ils font, c'est pour faire quoi? Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut faire le travail que j'ai toujours fait à l'ISRA et que je continue de faire actuellement. Au niveau de l'Afrique et que j'aide le CIRAD aussi à faire au niveau international. Alors, merci pour la précision de ce large périmètre très, très complexe. Mais Monsieur Fall, je l'ai dit, et vous venez d'y faire référence, vous présidez aussi le Forum africain de la recherche agricole. Alors, de quoi il s'agit exactement? Bon, voilà. Donc, si je dis, top-down, disons bottom-up, comme on dit, on dit top-down, bottom-up. Bon, je parle de la base. À tous les pays de l'Afrique, nous avons ce qu'on appelle des systèmes
un système national de recherche agricole, ce qu'on appelle le SNRA. Bien, si vous voulez, au Sénégal, on a un système national de recherche agricole et sylvopastoral, parce que tous les domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut que ça soit clair, que nous embrassons dans ce système national aussi bien l'agriculture, l'élevage, la pêche, la foresterie, ainsi de suite. Et maintenant, au niveau de ce système national, ici au Sénégal, nous avons 13 institutions qui sont membres du système national. Il y a 6 universités, il y a 4 instituts de recherche, il y a l'académie qui est membre de ce système national et il y a un décret qui crée ce système national. Donc, imaginez dans tous les pays, il y a un système comme ça. Donc, en Afrique de l'Ouest, on a les pays qui sont regroupés au niveau d'un conseil régional. Donc, ce qu'on appelle les OSR, c'est les organisations sous-régionales de recherche pour le développement. Dans notre zone, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a le CORAF. Le CORAF, qui est basé ici à Dakar, c'est le Conseil de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la recherche pour le développement. Donc, au niveau de l'Afrique du Sud, il y a le CACADESA, au niveau de l'Afrique de l'Est, il y a la SARECA, au niveau du Maghreb, il y a ce qu'on appelle NASRO. C'est des organisations de recherche et développement sous-régionales, donc qui intègrent les pays. Et maintenant, au niveau africain, donc ce qu'on appelle une organisation APEX, et qui travaille directement avec l'Union africaine à travers la Commission de l'Union africaine sur l'agriculture, nous avons le FARA. Donc le FARA, c'est le Forum africain donc, qui regroupe tous les OCR, toutes les organisations sous-régionales, donc en matière de génération de technologie, en matière de développement. En tout cas, nous tous, nous luttons contre la pauvreté et essayer de donner aux producteurs vraiment de les mettre dans des conditions de générer des ressources, créer des emplois, ainsi de suite. Donc, le FARA est l'organisation APEX de l'Afrique qui s'occupe de la recherche-développement et qui est le bras technique de l'Union africaine en matière de développement agricole. Parce que si vous regardez l'Union africaine, il y a ce qu'on appelle le PPDA. C'est le programme pour le développement agricole. Et donc, dans ce PPDA, il y a 4 piliers et le 4e pilier, c'est la recherche agricole. Donc, depuis la déclaration de Maputo et la déclaration de Malabo, le FARA est le bras technique de l'unité de l'Union africaine pour mettre en œuvre tous ces programmes de recherche et développement dans le domaine de l'agriculture. Et donner de la cohérence à tout ça. Alors, docteur Fall, j'ai aussi évoqué vos responsabilités éminentes au sein du Centre français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, un mot qui vous est cher. Vous nous en parlez en quelques mots? Voilà, rapidement, parce que le CIRAC, c'est un institut de recherche international. L'ISRA, c'est un institut de recherche national. L'INERA au Burkina, c'est un institut de recherche national. Le CIRAC en France, comme l'INRA et les autres, et l'IRD, c'est un institut de recherche international. Donc, ça veut dire que c'est une recherche qui n'est pas destinée à la France, mais c'est plutôt destinée dans la coopération française. Donc, maintenant, comme effectivement, c'est une recherche qui est destinée, si vous voulez, au truc international. Au niveau du CIRAC, il y a les organes de gouvernance. Donc, bien entendu, quand on parle d'organes de gouvernance, on parle de conseil d'administration. D'abord, le conseil d'administration, le PDG, et maintenant, il y a l'organe de gouvernance scientifique qu'on appelle le conseil scientifique du CIRAC. Donc, le conseil scientifique du CIRAC vient aider le conseil d'administration du CIRAC à prendre les bonnes décisions en matière de stratégie géopartenariale. Donc, à travers le monde, le CIRAC travaille avec 99 au moins institutions de recherche. Et ce conseil scientifique est l'organe qui donne les avis scientifiques sur tout ce que fait le CIRAC au niveau international. Il est composé de 15 membres, 10 membres qui sont nommés par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation au niveau de la France et du ministère de l'Union européenne chargé des affaires étrangères. Donc, par décret, il y a 10 personnalités internationales qui sont nommées pour aider le CIRAC à vraiment asseoir, si vous voulez, une activité, disons, un truc scientifique défendable, qui est vraiment quelque chose qui est et maintenant, il y a 5 autres membres qui sont maintenant des élus, si vous voulez, qui sont des chercheurs du CIRAC, qui viennent participer à ce conseil pour quand même qu'on puisse avoir, si vous voulez, la passerelle entre le conseil scientifique et le CIRAC. Donc, c'est moi-même qui préside ça, donc nommé par décret par le ministre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour 3 ans, donc, je suis nommé pour 3 ans, donc je serai à la tête de cette institution jusqu'au mois d'octobre 2022, pour vraiment apporter tout ce qui est scientifique au CIRAC en matière d'orientation.
Alors, on vous en félicite et en même temps, j'ai envie de vous souhaiter bon courage pour la gestion de vos agendas parce que j'imagine que tout ça, c'est un peu compliqué. Monsieur Malik Ndiaye, j'ai souligné votre titre d'ingénieur agronome en vous présentant tout à l'heure. J'aurais tout autant pu mettre en avant votre diplôme alors d'études supérieures bancaires. Est-ce que vous êtes un homme de la finance ou un homme de la ruralité finalement? Merci Guy, je pense que c'est très difficile à qualifier, mais nous allons essayer de faire l'exercice. En réalité, le parcours académique m'a permis d'être, en tout cas, d'avoir la possibilité très tôt d'être confronté à beaucoup de situations, j'allais dire beaucoup d'expériences professionnelles que j'ai pu accumuler au long des 30 dernières années, et c'est un réel plaisir. Effectivement, aujourd'hui, je pense que pour, disons, faire synthèse, on peut dire que je me qualifierais peut-être de banquier du développement, puisque à la fois on a la fibre bancaire parce que c'est un peu notre cœur de métier tous les jours, mais on a aussi une préoccupation de développement. C'est-à-dire, ce n'est plus la banque préoccupée pour juste faire du profit, mais on cherche à faire l'équilibre entre la nécessité d'assurer une pérennité, bien sûr, des institutions de financement du secteur agricole, par rapport justement aux préoccupations de risque que nous évoquerons en détail, je l'espère tout à l'heure. Tout à fait. Et aussi la nécessité, bien sûr, de rendre un peu aux populations les plus démunies, les populations rurales, telles que disait tout à l'heure mon cher ami Alioune, de leur rendre un peu ces services dont ils ont besoin, mais véritablement dans le terroir, au niveau des systèmes de production traditionnels tels qu'ils les vivent, et que nous cherchons à modéliser, à intégrer dans des schémas de financement appropriés, bien entendu, avec une forte orientation mitigation des risques. Donc, c'est ça un peu le travail, et c'est effectivement... C'est le cœur de vos compétences. Voilà, une certaine ouverture, qui tout à l'heure, quand Alioune parlait du PPDA, je dois dire que personnellement, j'ai participé en tant qu'expert au pilier 2, qui a travaillé sur comment faire la promotion de l'agriculture au plan africain jusqu'au sommet de Maputo, jusqu'à la rencontre de Tripoli. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'effectivement, ça nous a permis d'être en tout cas très vite confrontés à beaucoup de situations. Et nous sommes aussi membres de beaucoup d'organisations régionales, sous-régionales, comme l'AFRACA, l'Association africaine des crédits agricoles et ruraux, qui nous permet aussi de participer avec la SICA, qui est la Confédération internationale des crédits agricoles, avec le Nord, le Sud. Donc, on a aussi, par le biais, en tout cas, une forte participation qui, au fil des années, nous permet un peu d'avoir cette ouverture d'esprit, cette possibilité un peu d'impulser le Sénégal au travers un peu de notre institution. Alors, Monsieur Ndiaye, je me doutais bien que j'aurais droit à une réponse multiple et qui ne choisirait pas, ça c'était sûr. Mais reconnaissons que votre parcours au sein de votre institution est impressionnant. Vous êtes devenu au fil des années une personnalité vraiment marquante du monde de la banque au Sénégal et en Afrique. Il faut le reconnaître, avec cette marque de fabrique qui touche réellement au développement rural. Racontez-nous cette posture qui est la vôtre. Vous l'avez en vous. Oui, justement, je pense que c'est les prédécesseurs aussi qui étaient là en 1989, quand je rentrais, le patron disait « J'ai besoin d'avoir des agronomes, des techniciens de l'agriculture que je peux transformer en banquiers, et l'inverse n'est pas possible. » Donc, clairement, c'était cette vocation de la banque de pouvoir trouver des zootechniciens, des agronomes, des techniciens de l'hydraulique, génie rural, pour venir apporter cette touche technique, parler le même langage avec les techniciens que nous avons au niveau des institutions, des projets, des sociétés de développement agricole, sur les filières cotonnières, des filières céréalières et des choses techniques sur lesquelles on pourrait avoir le langage. Maintenant, tout cela, il fallait aussi le formater avec justement l'exigence bancaire, de faire en sorte que nous puissions arriver à pouvoir proposer à nos partenaires des produits de financement, mais qui tiennent compte justement des déclinaisons au niveau des programmes, au niveau des différents volets techniques, comment apprécier par exemple le besoin de financement d'1 hectare de riz. Ça, c'est des questions sur lesquelles nous avons travaillé comme aussi comment appréhender les préoccupations au niveau des différentes filières, comme l'a dit Alioune tout à l'heure. Je pense que c'est quand même quelque chose qui fait la spécificité. Et comme il l'a dit, l'agriculture étant une science de localité, nous cherchons même à l'intérieur de la banque, les réalités ou les activités de financement ne répondent pas forcément de façon standard à toutes les régions du Sénégal. Il y a des
différenciation qui font que nous sommes obligés de nous adapter par rapport au terroir, par rapport aux réalités sociologiques, par rapport aux réalités socio-économiques. Et c'est ça l'intérêt et c'est la richesse justement de l'activité bancaire au niveau du monde agricole. Oui, et c'est semble-t-il l'ADN de votre banque, de la banque agricole que vous citez là. Quelques mots sur la banque agricole, deux, trois chiffres. C'est quoi la banque agricole en 2021? En 2021, la banque agricole, c'est, disons, un total bilan qui fait 320 milliards, 300 milliards de francs CFA à peu près. C'est important sur la place de Dakar. Donc, avec un positionnement sur les top 10. C'est 371 collaborateurs. C'est quand même un effectif qui monte et à peu près un réseau d'agences autour de la 41 agences bien réparties à l'intérieur du territoire. Beaucoup moins présentes à Dakar, beaucoup plus présentes à l'intérieur et que nous allons porter certainement à une 50aine d'agences d'ici moins d'1 an. Parce que la ruralité n'est pas qu'à Dakar, on le sait bien. Justement, c'est un peu notre enjeu. Nous cherchons, disons, à travailler sur ce qu'on appelle la bancarisation des populations. Vous savez que le taux de bancarisation même élargi au secteur, à la microfinance, tourne autour de aujourd'hui 20-25%, un peu dans la région Afrique, et bien marqué par l'apport des fintech et des sociétés de télécom. Mais intrinsèquement, comme titulaire de compte bancaire, on est encore autour de 20%. C'est très faible. Alors donc, nous pensons que le vivier qu'il faut aller chercher, c'est pas les citadins, c'est justement les populations rurales qu'il faut aller, mais il faut aller faire la proximité. Si vous n'êtes pas dans la proximité, c'est pas possible. C'est clair. C'est difficile de faire le dernier kilomètre, comme on dit, et je pense que notre travail, c'est d'être extrêmement déconcentré, d'être très, très proche, et nous y travaillons avec beaucoup d'intelligence, et nous sommes capables, certainement, d'ici quelques temps, d'apporter une contribution très significative. Et on va sans doute en reparler. Alors, Monsieur Sidi Diakhaté, découvrons un peu qui vous êtes. Alors, je l'ai dit, vous avez eu le bonheur d'être lauréat de l'excellent programme dénommé PSEJ et vous avez plutôt bien tourné, on dirait. Plus sérieusement, qu'est-ce qui vous a décidé à plonger dans le monde, dans l'entrepreneuriat? Est-ce que vous aviez le profil d'abord? Merci beaucoup. C'est une excellente question que j'aime souvent très bien répondre. Alors, moi, j'ai fait mon cursus académique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je suis titulaire d'une thèse de doctorat à l'UCAD, donc à l'école doctorale santé, environnement et vie, donc dans la mention génétique des populations. Donc, c'est l'étude des transferts des gènes au sein des populations. Donc, une formation vraiment très fondamentale. Donc, j'ai soutenu la thèse en 2014. Donc, après, j'ai commencé à faire un postdoc à l'ISRA, donc pendant 3 ans. Donc, j'ai fini le postdoc en 2017. Mais quand même, j'avais eu des compétences dans le domaine de l'analyse des micro-organismes qui sont dans le sol. Donc, l'analyse des bactéries via l'utilisation des outils de la biologie moléculaire, l'analyse des nématodes. Et donc là, j'ai vu qu'au Sénégal, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes sur l'identification des nématodes. Donc, les nématodes, ce sont des vers microscopiques qui sont dans le sol et qui affectent les racines des végétaux en créant des maladies. Donc, je me suis un peu spécialisé sur cette science, qui est la nématologie. Donc, j'ai commencé à apprendre à identifier les nématodes. Et donc là, quand j'ai fini la thèse, donc j'ai commencé à avoir quelques sollicitations pour identifier des sols. Donc, identifier les nématodes qui sont dans les sols, en fait. Maintenant, j'ai commencé à développer cette activité et là, j'ai commencé à avoir quelques difficultés au niveau de la partie administration. Donc, on me demandait des factures, des bons d'achat, tout en sachant que j'étais vraiment très scientifique. Tout ce que je savais faire, c'est télécharger des articles, lire, faire des protocoles, aller sur le terrain, donc revenir au laboratoire. Après, je me suis dit, donc, il faut formaliser cette activité, il faut renforcer mes compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'est là où j'ai intégré le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Maintenant, voilà, je pourrais peut-être parler pas mal de choses sur tout ce que j'ai appris sur On va y revenir sans doute au fil des questions. Pour le profil, est-ce que j'ai le profil? Je dirais oui. Parce que pour avoir le profil d'un entrepreneur, il faut savoir prendre des risques. Donc, il faut prendre des risques physiques, il faut savoir prendre des risques moraux, mais également, il faut savoir prendre des risques financiers. Donc, j'ai accepté de prendre ces risques. Et maintenant, machallah, depuis 2017, je suis dans le domaine. Et voilà, donc il y a pas mal quand même de difficultés. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. Sans doute. Jusqu'à présent, ça va.
Donc, monsieur le lauréat du PSEJ, je vais vous appeler comme ça, vous êtes maintenant dirigeant de Green Agro Consulting. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus spécifiquement votre belle entreprise? Quelle est sa vocation au fond? Green Agro Consulting, c'est une entreprise de prestation de services, mais également une entreprise qui évolue dans le domaine de la production. Donc, je l'ai appelé Green Agro, donc dans le but d'ici quelques années quand même à participer à une production de manière saine et durable. Donc là, actuellement, nous sommes dans une production, une partie conventionnelle, une partie biologique ou agroécologique. Mais lorsque j'ai créé Green Agro Consulting, c'était pour arriver quand même à inspirer, c'était pour arriver à développer des technologies de production saine et durable tout en limitant les engrais chimiques, les produits phytosanitaires, voilà, chimiques également. Donc, nous faisons des prestations de services. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, un client dans son champ a des attaques de nématodes. Donc, il nous sollicite, on vient, on fait des identifications pour lui dire vous avez tel type de nématode. Donc, pour la conduite à tenir, il faudra pour une prochaine spéculation utiliser telle spéculation. Ça permettra de limiter l'effet des nématodes. Donc, ça également, c'est un service dans le package. Nous avons également l'accompagnement de certains particuliers qui ont des vergers et qui veulent rentabiliser. Donc, nous sommes sur le terrain, on peut les accompagner, on peut les appuyer à travers la formation de leur personnel, mais également le suivi de leur verger. Mais également, donc, après une formation au PSEJ, nous avons quand même pu avoir un appui technique et financier pour arriver quand même à acquérir un verger de 2 hectares 300 à Humboldt. Et nous faisons de la production. Nous avons des arbres fruitiers là-bas. Nous avons également nous faisons également de l'aviculture là-bas. Et nous faisons du maraîchage. Donc, on fait en même temps ces deux aspects. Productions. On fait de la production, mais on fait également de la prestation de services. Donc, quand vous dites on, vous êtes combien? Alors, au départ, c'était juste 2 personnes. Donc, moi et l'ouvrier agricole. Donc, cette année, nous sommes 4. Donc, c'est moi, 2 ouvriers agricoles et puis un technicien qui travaille dans l'aviculture. Alors justement, Monsieur Diakhaté, comment se développe votre activité actuellement? J'imagine aisément que comme beaucoup de vos confrères et consoeurs entrepreneurs, la crise actuelle vous freine un peu dans vos efforts ou pas? Dites-nous. Alors pour le développement, je l'ai dit tout à l'heure, donc nous avions eu quand même un appui financier du PSEJ qui nous a permis de démarrer nos activités. Donc ensuite, il y a eu quand même, il y a eu aussi un autre appui de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Donc ça nous a permis quand même de faire l'extension de notre projet donc à Humboldt. Et depuis maintenant, l'année dernière, nous sommes installés là-bas. Donc nous faisons les activités. Donc d'une manière globale, c'est sur le plan de la trésorerie, je vais dire, la balance est plus ou moins maintenant équilibrée. Mais l'année dernière, c'était quand même assez difficile parce qu'il fallait faire un complément d'investissement pour être autonome. Parce que souvent, quand nous avions eu cet appui de la DER, donc ça ne prenait pas en charge un certain nombre d'investissements. Donc, nous avons utilisé nos propres ressources, quand même, je vais l'expliquer, c'est surtout le cas de l'énergie solaire. Donc, nous avions au départ une pompe à essence. Et vous savez que également, l'essence, ça coûte cher. Parfois, il y a des pénuries. Et donc là, je sais que c'était pas c'était pas un moyen quand même sûr et durable de travailler là-bas. Donc, je me suis dit, il faut installer une pompe solaire. Donc, la pompe solaire, ça nous a coûté presque 1,8 million et ça a été financé sur fonds propres. Nous avons également des charges fixes qui tournent autour de 260 000 francs par mois. Nous avons des échéances à payer, donc bien sûr, 50 000 par mois. Donc, vous imaginez, donc ce n'est pas du tout facile. Mais comme on fait en même temps les 2 prestations de services, des fois, on récupère des sous ailleurs pour venir quand même. Vous arrivez à compenser, à équilibrer les choses, bien sûr. Mais merci, Monsieur Diakhaté. Professeur Diallo, je m'adresse ici plutôt aux porteurs de projets permanents que vous êtes. Je mets des guillemets, bien sûr. Vous n'êtes jamais en reste d'une innovation et d'une volonté d'entreprendre. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre projet d'incubateur en agroécologie? On est bien dans le sujet. Et cet incubateur qui va venir compléter la panoplie de l'offre du PSEJ. Oui, Guy, en fait, l'incubateur agroécologie est un des projets phares de l'année 2021 du PSEJ.
avec comme objectif général de promouvoir l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes dans les chaînes de valeur agricoles. D'un point de vue opérationnel, l'incubateur vise la création de pôles de production et de transformation agroalimentaire avec des vocations définies autour des filières de l'agroécologie, de l'aviculture et de l'élevage, et combinant des infrastructures et des services partagés, un cadre incitatif, attractif et simplifié. Plus spécifiquement, l'incubateur agroécologique du PSEJ, c'est un pôle moderne de développement agro-industriel qui répond à des normes écologiques et qui poursuit différentes missions. D'abord, faciliter la mise en réseau de l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur à travers des partenariats inclusifs et dynamiques visant à développer des synergies d'affaires. Mais c'est également créer une révolution des techniques culturelles, ainsi que des capacités et des compétences pour faire le saut qualitatif qui est nécessaire à la compétition économique de demain. C'est également apporter aux jeunes entrepreneurs tout l'accompagnement nécessaire dans les volets que sont la formation basée sur une approche chaîne de valeur, la gestion durable des terres et des nutriments, la gestion financière d'un projet agroécologique, etc. Bon, ainsi, je peux dire que la stratégie de ce projet repose sur 3 leviers essentiels. Un savoir-faire technique et technologique de haut niveau qui va permettre d'optimiser l'utilisation des ressources pour le bien-être des populations tout en préservant la durabilité et la résilience. Un entrepreneuriat d'innovation pour s'adapter constamment aux demandes et exigences nouvelles en partenariat avec le secteur privé et un développement endogène équilibré qui optimise les opportunités d'investissement au niveau local. Ils l'ont dit à Lyoné, c'est vraiment une proximité, donc au niveau local. Voilà donc ce que je peux dire globalement par rapport à l'incubateur. Vous en êtes où là, de manière très opérationnelle? Il y a j'imagine des étapes qui vont se succéder dans la construction très opérationnelle de cet outil. On en est où là, à ce stade? On est en février 2021. Je peux dire que, je viens de le dire que l'incubateur, c'est un réseau d'infrastructures agricoles, industrielles, environnementales, sociales et économiques. Concrètement, ce que je peux dire, c'est que toutes les études ont été faites. Quand je dis les études, il s'agit des études architecturales pour les infrastructures, elles sont terminées. Environnementale, elle est faite. Le business plan est finalisé. La formalité de création de la société Vitagro est terminée. La mobilisation des ressources, qui est un point important, est en cours, avec un dépôt de requête de financement auprès de l'État et auprès des partenaires également, techniques et financiers de l'État. Il y a également des ressources privées dans la mobilisation de ressources. Celles-là, elles sont mobilisées et représentent 35% du financement global. Je pense que c'est déjà très important de pouvoir mobiliser le privé. Aménagement et la construction de l'incubateur. Je peux dire que le terrain est sécurisé au sens propre et au sens figuré. Sécurisé parce que le foncier nous appartient et sécurisé parce que le terrain est clôturé. Et les équipements de l'incubateur, ils sont définis et sont en cours d'acquisition. La construction des infrastructures aquacoles et énergétiques démarre en avril. Le recrutement du personnel est prévu au mois de juin et les activités de l'incubateur démarrent au mois de juillet, pour être très précis dans le chronogramme. En effet, c'est très précis, c'est très cadré et on n'a aucune seconde à perdre. On peut vous en féliciter collectivement, je crois. Alors, juste un point peut-être, est-ce que votre outil sera un exemple à suivre? Vous faites en sorte que ça devienne un exemple à suivre pour d'autres domaines à l'avenir dans votre pays, ou bien est-ce que vous vous inspirez de dispositifs qui existent déjà au Sénégal ou ailleurs? Bon, si on considère les différentes composantes du projet, à savoir le digital dans l'agriculture, la sécurité et la souveraineté alimentaire, la promotion de l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes, la promotion du secteur privé, la vision de l'incubateur se veut un modèle innovant à suivre pour d'autres domaines que l'on peut dupliquer et améliorer.
je pense qu'avec la complicité de Junior ou de Massamba, vous avez ici... On voit quelques images, en effet. Voilà, la vue aérienne de cet incubateur. On sera évidemment tous invités à l'inauguration. On sera là pour vous soutenir dans cette magnifique œuvre. Merci à vous, merci à tous les quatre de nous avoir d'ores et déjà bien mis dans le bain, et ce avec beaucoup de convivialité. Ça fait du bien, ça nous fait presque complètement oublier qu'on est simplement reclus derrière nos écrans. Allez, je vais faire travailler un peu ce petit monde, si vous en êtes d'accord, mesdames et messieurs. Ce n'était qu'un échauffement. On va parler d'agriculture encore au Sénégal. Docteur Fall, même si le Sénégal n'a pas à proprement parler une économie fondée sur l'agriculture, elle constitue néanmoins un pilier qu'on va qualifier de fondamental de la politique du développement de votre pays. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point? Le Sénégal est essentiellement un pays agricole. Vous savez que la population sénégalaise, 70% de la population sénégalaise réside dans le milieu rural. Et au moins 65% à 69% de cette population vit des activités de production agricole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, agricole au sens large, que ce soit l'élevage, que ce soit la pêche, que ce soit ainsi de suite. Donc, si on a un pays comme ça, on a beau dire les autres secteurs, mais ce que nous voyons, c'est la production agricole. Les activités au niveau du milieu rural. Donc, le Sénégal repose essentiellement parce que la population vit des produits agricoles. Donc, ce qu'il faudrait, c'est effectivement montrer que l'agriculture peut vraiment porter la croissance. Et actuellement, c'est ça que nous sommes en train de faire dans le cadre du plan Sénégal émergent. Vous en avez parlé tout à l'heure, avec toute la politique de mise en œuvre de projets phares, notamment le projet phare sur les corridors céréaliers qui concerne le riz, le mil, le maïs, notamment tout le programme suffisance en riz pour le Sénégal, parce que les Sénégalais consomment que du riz. Je pense que Mme Diallo, certainement, doit être une grande cuisinière pour le riz au poisson au Sénégal. Donc, il nous faut être autosuffisants sur un certain nombre de produits. Et donc, les corridors céréaliers, plus les cultures à haute valeur ajoutée, parce que c'est ça le maraîchage, tout ce que nous faisons dans le maraîchage, qui sont des cultures à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire par unité de surface, vous rapporte beaucoup plus que sur les grandes cultures. Donc, il faut développer ce domaine-là. L'arachide, le Sénégal, par essence, est un pays de production d'arachide. L'appui aux petites exploitations familiales, c'est-à-dire comment faire pour transformer l'agriculture en termes d'activité en métier. C'est tout ce que fait le PSG actuellement. Il faut que ça soit un métier, que ça soit plus quelque chose que les gens font parce qu'ils ont du temps libre, du dimanche, des choses comme ça, ou bien que c'est réservé aux pauvres. Parce qu'au début, l'agriculture, c'est les paysans. Le terme paysan est tellement, ça porte tellement, vous comprenez quoi. Donc, il faut les transformer, si vous voulez, en professionnels. Et donc, il y a tout ça qui font qu'effectivement, le Sénégal compte beaucoup sur l'agriculture. Et nous allons faire en sorte, en tout cas avec le travail qui est en train d'être fait, essayer de porter les fruits et transformer le secteur. Et tout ceci s'inscrit donc dans le fameux PRACAS, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. C'est le mot technique qui s'inscrit dans le PSE, c'est ça? C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a un ministère de l'Agriculture, la première chose à laquelle on s'attend, c'est quelle est la politique agricole de ce pays. Et la politique agricole est toujours portée par le ministère de l'Agriculture. Avant le PRACAS, il y avait le PA. On appelait ça simplement PA, Programme agricole. Donc, quand le PRACAS est venu et en même temps le PSE démarré, on avait un programme effectivement agricole accéléré qui mettait en synergie tous les acteurs, que ce soit les banquiers, que ce soit en tout cas tout le monde, les chercheurs et tout le monde. Et ce PRACAS, qui est le programme agricole accélérer la cadence, comme on dit, donc ça a coïncidé avec le PSE. Donc le PSE a pris le PRACAS comme volet agricole de son programme. Le PRACAS 1 est terminé, donc depuis 2018, on est en train d'enclencher le PRACAS 2, mais il y a un nouveau ministre aussi qui pense qu'il faut aller peut-être élargir encore, parce que je crois que donc, le PRACAS pratiquement est terminé, donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle politique qui va s'installer à cause de la Covid. Vous savez que maintenant on est dans un contexte de Covid.
où ce qu'on avait avant, ça ne marche plus. Tout ce qui était dans la PRACAS, c'est vrai que ça marche parce que tout est la base, elle est technique, tout est étudié, tout est bien fait, les aménagements hydro-agricoles. Mais maintenant, c'est une donnée sociale et une donnée qui est la pandémie. Bon, ça fait que les choses changent un peu. Donc, ça veut dire qu'il faut une nouvelle politique, ou bien l'élargir, ou bien l'adapter au contexte actuel. Et comme je vous avais dit, c'est toujours une science de proximité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement pour qu'on puisse travailler et donner les outils qu'il faut pour une amélioration de la productivité. Donc, le PRACAS était vraiment, depuis 2014, la politique, le volet qui a... L'axe... Voilà, c'est ça. Mais maintenant, c'est sûr que ça va changer dans les années à venir parce que le ministère de l'Agriculture est en train de travailler sur un nouveau programme agricole. Alors, Monsieur Malick Ndiaye, est-ce que vous pourriez nous donner votre vision des principaux enjeux du secteur agricole dans votre beau pays qu'est le Sénégal? On vient d'entendre déjà beaucoup de choses autour des politiques nationales. Votre regard? Merci. Je pense que en écoutant mon ami Alioune, effectivement, on sent bien ce que peut représenter pour le Sénégal les enjeux autour de l'agriculture au sens large. Nous sommes acteurs, bien sûr, majeurs dans l'écosystème du secteur agricole et nous observons de plus près, pour observer, mais nous participons même à la réflexion stratégique qui permet d'asseoir un peu quelques politiques sectorielles. Et c'est ça un peu nous essayons en tout cas d'apporter notre touche en tant que conseiller des autorités en charge des politiques sectorielles pour essayer de partager avec ces autorités les éléments fondamentaux qui doivent structurer en tout cas le développement de l'agriculture sénégalaise. Aujourd'hui, on l'a dit, on le dit et tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour, par exemple, l'enjeu de l'autosuffisance alimentaire, la sécurité nutritionnelle? Depuis les indépendances, nous en parlons. Tous les gouvernements, tous les régimes en font une préoccupation majeure. Et pourtant, nous n'arrivons pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Ce sont des questions de fond que nous mettons un peu sur la table et sur lesquelles nous essayons nous aussi d'apporter notre petite contribution à la réflexion. Justement, c'est quoi ces contraintes, ces limites que vous semblez souligner? On voudrait les connaître. Oui, je pense qu'il y a quelques limites structurelles sur lesquelles beaucoup d'acteurs sont d'accord. Je pense que pour toute politique, il faut d'abord que la vision soit partagée et qu'elle soit bien déclinée en termes opérationnels et qu'elle transcende un peu, à mon sens, les agendas. Il est important, je pense, si nous voulons développer l'agriculture, aujourd'hui, atteindre l'autosuffisance alimentaire au plan céréalier, par exemple, il y a tout le volet maîtrise de l'eau, sur lequel les années 90 a occupé le Sénégal, sur la maîtrise de l'eau, le développement des barrages hydro-agricoles pour essayer de maîtriser l'eau. Il y a de gros efforts qui ont été faits, mais ce n'est pas suffisant. Ensuite, il y a un volet important d'aménager les sols, de faire des programmes d'aménagement hydro-agricole portés par les pouvoirs publics et même aussi le secteur privé. Il y a un effort important qui est fait au plan national et il y a eu du nord au sud de grands bassins qui ont été aménagés pour asseoir effectivement une politique d'aménagement cohérente du territoire. Il y a aussi la recherche, il l'a dit tantôt, Alioune sait de quoi je parle, il y a tout un programme de recherche variétale qui vient adapter notre carte variétale aux contraintes de sécheresse que nous avons aujourd'hui et que nous surveillons de près parce que nous sommes aussi sollicités par les acteurs et nous suivons un peu l'évolution des isoyètes au niveau de la carte nationale du Sénégal avec les difficultés que nous avons sur certaines filières comme le coton qui glisse de plus en plus au sud. Donc, c'est des préoccupations réelles qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, structurent notre avenir en termes de possibilités de développer l'agriculture. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons, par exemple, sur cet aspect, depuis 3 ans, développé une initiative d'accréditation au Fonds vert climat en disant le faciès de risque climatique, il est tellement important que si nous restons les bras croisés, nous aurons des difficultés à pouvoir mettre des ressources qui seront préservées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Depuis 2017, nous avons pris sur nous d'engager un processus d'accréditation, heureusement qui a abouti au mois d'août dernier à l'accréditation de la Banque agricole en tant que deuxième entité du Sénégal, mais en accès direct au Fonds vert climat. Et ça nous permet aujourd'hui, ça nous a permis en tout cas d'ouvrir un large spectre de partenariats avec, au-delà du Fonds vert, aujourd'hui des acteurs qui sont là, avec qui nous co-construisons
des programmes destinés aux acteurs ruraux sur le solaire, sur la biomasse, sur un certain nombre de sources d'énergie, en tout cas vertes. Et c'est ça aussi notre apport, en tout cas par rapport à l'enjeu ou aux enjeux et aux difficultés que nous vivons dans le secteur agricole. Monsieur Ndia, je reviens juste sur un point, vous l'avez souligné, la création donc, de ces 3 agropoles hein, au sud, au centre et au nord hein, de votre pays a pour objectif de renforcer cette valeur ajoutée hein, des produits agricoles, à réduire la dépendance hein, aux importations de produits agroalimentaires. J'imagine que ces objectifs doivent vraiment vous satisfaire. Là, on est vraiment dans le concret et dans la sécurisation. Absolument. Nous avons été, bien entendu, associés à cette réflexion autour de la mise en place d'agropoles, et notamment le premier agropole sud qui a été lancé. Ensuite, sont suivis les 2 autres agropoles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, c'est une approche qui nous paraît effectivement une approche de qualité, puisque la question qui est posée depuis un certain temps, c'est que nous faisons tout pour augmenter les productions. Évidemment, ça c'est en train d'être fait, mais après qu'on ait augmenté les productions, qu'est-ce que nous faisons de ces productions? Est-ce qu'il faut les transformer ou est-ce qu'il faut les exporter à l'état brut? C'est une question de fond. Et nous pensons que créer les conditions au niveau local d'avoir une plateforme justement où convergerait toutes les productions de noix d'anacarde, toutes les productions de mangue, toutes les productions d'arachide permettrait aussi de créer un écosystème de transformation où la matière première arriverait avec des acteurs industriels qui sont capables de transformer ces productions agricoles, d'en faire des produits finis, de les vendre pour le marché local comme pour le marché international, pour nous constitue un axe majeur dans ce qu'on appelle comment on appelle ça dans le plan Sénégal émergent. En fait, aujourd'hui, le vrai enjeu de l'économie sénégalaise, c'est bien dit dans le plan Sénégal émergent, reste un peu le caractère opérationnel, c'est vraiment de transformer structurellement l'économie. Nous sommes restés dans une économie agricole, une économie de mines, une économie d'exportation de matières premières pour de longues années après les indépendances. Aujourd'hui, il me semble qu'il est nécessaire de faire un peu le shift pour passer d'une économie d'exportation à une économie pas de matières produits bruts, mais aussi d'essayer de transformer cette production au niveau local et de créer de la valeur, de créer des emplois et de faire en sorte qu'on puisse avoir un tissu de PME, PMI agro-industriel capable aujourd'hui, en tout cas, au terroir. Hein, et encore une fois, on est dans le terroir pour pouvoir justement améliorer les conditions de vie. Et nous en avons des exemples au niveau de la filière arachidière aujourd'hui. Nous accompagnons des PME, PMI qui transforment l'arachide au niveau des terroirs, à Kaon, dans la zone sud, parce qu'effectivement, nous pensons que c'est une voie qui est là bien tracée et qui va aussi se amplifier avec la mise en place des agropoles. Alors, merci pour ces éclairages et ces exemples très concrets. Alors, Sidi Diakhaté, comment est-ce que vous voyez-vous l'agriculture de votre pays et ses potentiels aujourd'hui? On voit bien qu'il y a des enjeux majeurs et qui se jouent dans des décisions qui sont presque actuelles. J'ai envie de recueillir la vision du jeune entrepreneur que vous êtes. C'est une excellente question. Donc, j'ai écouté tout à l'heure le docteur Aline Fall. Donc, il a expliqué en fait d'une manière générale l'agriculture, la situation actuellement au Sénégal. Donc, moi, je vais revenir un tout petit peu sur les enjeux. Donc, surtout, M. Ndiaye l'a dit, c'est les changements climatiques. Donc, heureusement, maintenant, ils sont accrédités, ils ont la possibilité de capter ces fonds-là. Mais moi, je pense également il y a un point qu'on devrait également souligner, c'est l'utilisation des technologies de la recherche. Donc, je pense que l'ISRA a produit énormément de résultats de paquets technologiques. Donc, à Bambey, il y a le docteur Issa Faye qui a produit énormément de semences d'arachide, mais réellement, concrètement, sur le terrain, on a du mal à trouver des semences d'arachide. Moi, je n'ai pas fait, j'ai pas fait l'arachide de l'année dernière. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu des semences de qualité. Deuxièmement, il faut également appliquer les résultats de la recherche, surtout parce que nous savons également qu'il y a un problème au niveau de la fertilité des sols au Sénégal. Donc, les terres sont en train de se dégrader. Ça, il faut également que ça soit pris en compte. On ne peut pas continuer à faire de l'agriculture comme on le fait actuellement, sinon on aura toujours les mêmes problèmes. Donc, on a d'excellents résultats sur tout ce qui est production de compost, production d'engrais. On a des formulations qui sont là. Qu'est-ce qui nous empêche maintenant de les appliquer sur le terrain? Il faut revoir, moi je pense qu'il faut actuellement au niveau de la recherche prendre en compte deux aspects, la gestion durable des terres et essayer de réfléchir comment essayer de mitiguer les impacts des changements climatiques.
Le dernier point que je veux évoquer, Guy, si vous me permettez, c'est l'organisation. Comment, par exemple, comprenez-vous, par exemple, de l'engrais subventionné destiné à des paysans qui se retrouvent dans des magasins subventionnés à hauteur de, vendu normalement à 8 000 francs sur le marché et qui est stocké par, je ne vais pas appeler des délinquants, mais je ne sais pas par quel moyen ils se sont accaparés cet engrais-là, et qui reviennent pour te vendre le sac à 16 000 francs. Cette filière doit être organisée, aussi bien au niveau des semences, mais également au niveau de la distribution des intrants. Si vous prenez par exemple le cas de certaines entreprises ici au Sénégal, comme Van Heurst, comme SCL, comme GDS, ça marche, la production, ça marche. Ils sont là depuis des années, mais le ministre a visité hier l'exploitation de Van Heurst, mais ça se développe très bien, ils sont au Sénégal. Qu'est-ce qui marche là-bas? C'est parce qu'il y a une bonne organisation. Si nous, on revoit notre organisation au niveau de l'agriculture, on peut arriver à être autosuffisant au niveau de tous les points, bien que ce soit le riz, l'arachide, le mil, etc. Donc, alors, si je résume votre propos, pour bien comprendre, finalement, c'est quoi les transformations qu'il faut opérer de manière, du coup, opérationnelle? Parce que l'organisation, c'est un terme peut-être un peu générique, on voit bien, mais j'aimerais que vous l'exprimiez. C'est quoi? C'est la numérisation, par exemple, un système d'information plus efficient, c'est la data, ou est-ce que ce sont d'autres outils de modernisation qu'il faut mettre en place? C'est la réglementation? C'est quoi ces transformations urgentes que vous soulevez là? Pour le premier point, au niveau de la transformation, je pense qu'on a toutes les ressources au niveau de la recherche pour appliquer les paquets technologiques, les résultats. Ça, c'est déjà connu et applicable. Le deuxième point, maintenant, vous l'avez évoqué, c'est l'organisation. Moi, je pense qu'actuellement, nous pouvons s'appuyer sur les nouvelles technologies. Par exemple, le problème que j'ai évoqué, c'est l'accès aux intrants et aux semences. Aux engrais et aux semences. Maintenant, quel système d'organisation mettre en place pour que le producteur, bien pour que le paysan, pour que l'agriculteur puisse recevoir en quantité et en qualité la quantité de semences et d'engrais qui lui est destiné. Maintenant, le débat est ouvert. Je vais peut-être laisser la parole à M. Aline Fall de voir s'il y a des moyens sur le plan technologique, sur le plan organisationnel, de sorte que l'agriculteur puisse recevoir ces ressources-là. Moi, je pense que si cette filière est organisée, nous avons de l'eau au Sénégal, nous avons des terres qui sont vraiment très fertiles, qu'il faudra juste peut-être améliorer. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? C'est juste une organisation pour arriver à une autosuffisance. Donc, moi, je pense que les enjeux sont là, c'est les changements climatiques, c'est améliorer la fertilité, mais il faudra également revoir l'organisation. Docteur Fall, puisque vous avez été interpellé, je vous donne la parole. Peut-être que vous souhaitez compléter la réponse de Sidi Diakhaté. Oui, merci Sidi en tout cas pour cette analyse très objective. De toute façon, il est dans le milieu. Il est dedans, voilà, je vais dire. Il se rend compte des problèmes. Mais quand il était à l'université ou bien quand il était dans le PSJ, il ne se rendait pas compte que le milieu était aussi difficile. C'est-à-dire quand on parlait de transformer l'agriculture qu'il nous connaît, maintenant que ça soit un métier, que ça ne soit plus quelque chose où les gens vont passer le temps ou bien laisser ça aux producteurs qu'on appelle les pauvres. Ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Maintenant que ça soit professionnalisé. Maintenant que le processus est en cours, il se pose les bonnes questions. Il se pose les bonnes questions parce que lui, il est là en tant que professionnel. Il se rend compte que si on laisse les choses à l'État, ça ne marchera pas. Il faut des améliorations. Et il a donné un certain nombre d'améliorations. Donc, les améliorations, vraiment, on peut vous en citer. Il y a beaucoup de diagnostics que nous avons fait pour voir un peu toutes les contraintes qui bloquent un peu, disons, pourquoi l'agriculture n'arrive pas aux objectifs que nous sommes fixés. Ça, c'est surprenant. Le Sénégal et toute l'Afrique de l'Ouest, pratiquement, nous avons des terres. Nous avons du soleil, nous avons de l'eau et nous avons les hommes qui sont formés pour cultiver la terre. Donc, ça, on a tout. Bon, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Donc, la volonté politique, elle est là, elle commence à vraiment porter ses fruits parce que les subventions dont il parlait tout à l'heure, c'est avec beaucoup de sacrifices que l'État
fait des subventions, des tracteurs qui sont subventionnés à Malik est bien placé que moi, en tout cas, pour en parler, à 70-80%, c'est-à-dire c'est presque du donné. Les engrais sont subventionnés, les semences de riz pluvial, c'est donné gratuitement. Vous comprenez, cette volonté politique, elle est là. Mais maintenant, ce qu'il faudrait, c'est le changement de comportement et nous organiser. Vous avez parlé tout de suite de plateforme. C'est-à-dire, si Sidi a besoin d'une information, où est-ce que Sidi peut aller trouver cette information sans sortir de chez lui? Moi, je suis chez moi, on est en train de parler là. Hein? Donc, ça veut dire qu'on est très connectés. Comment faire en sorte que, dès qu'un producteur, en cas, qui est dans le métier, comme Sidi a besoin d'une information, il a tout de suite l'information. Donc, c'est la création des plateformes. Les big data, on ne peut pas échapper. C'est-à-dire, au niveau sous-régional, c'est pour ça que c'était important de parler du FARA et du CORAF. Donc, vous voyez, au niveau sous-régional, les gens sont en train de mettre en place des plateformes. C'est-à-dire, il y a un catalogue maintenant régional des variétés. Ce n'est plus uniquement un catalogue national. Maintenant, il y a un catalogue régional. Si un producteur au Niger clique sur un bouton, il peut savoir au Sénégal, est-ce qu'il y a des semences de tel et tel arachide et disponible, quelle quantité et auquel quel fournisseur. Bon, si au niveau sous-régional, on peut faire ça parce qu'on a su créer ces big data, essayer de mettre les gens en synergie, il est fondamental qu'au Sénégal, quand même, on n'est pas un grand pays, on peut organiser et avoir des plateformes. Et ces plateformes nous permettraient d'avoir accès à l'information. Si vous n'avez pas accès à l'information, vous ne pouvez pas avancer. L'autre aspect, c'est minimiser les risques. Minimiser les risques, c'est quoi? Nous sommes dans un pays qui dépend essentiellement de la pluie. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est maîtriser l'eau. Ça, maîtriser l'eau, c'est vraiment aller vers des aménagements hydro-agricoles. Ça aussi, c'est tout un programme sur lequel on pourra encore débattre. Mais la maîtrise de l'eau, elle est fondamentale. La promotion de l'investissement, sans investissement, on ne peut pas faire de l'agriculture productive. Maintenant, il y a des investissements structurants. Bon, certainement, on va y revenir. On va en reparler, oui. Mais c'était voilà, exactement pour dire à Sidi qu'effectivement, il se pose les bonnes questions. Peut-être il va falloir que maintenant que les gens s'organisent mieux. Les privés, on doit avoir une organisation du secteur privé qui doit porter un peu ces questions-là et les poser sur la table, comme les producteurs posent sur la table chaque année l'accès aux semences certifiées. Eux aussi doivent poser des questions, les bonnes questions pour qu'on puisse prendre en charge un peu leurs activités. Merci, Dr Fall. Professeur Diallo, moi je voudrais aussi recueillir votre vision de l'agriculture au Sénégal, parce que on l'a bien compris, hein, les enjeux sont nombreux, des sujets très très précis, hein, comme par exemple accroître la valeur produite, aller vers un système peut-être normatif mieux maîtrisé, hein, je crois, on entend ça aussi un petit peu en filigrane. Comment vous souhaitez réagir à tous ces propos? Quelle est votre vision? Bon, ma vision de l'agriculture, bon, je pense qu'il faut qu'on aille vers une agriculture qui permet à notre pays d'atteindre l'autosuffisance et de tendre vers la souveraineté alimentaire, au moins pour les produits de base. Je pense que ça, tout le monde est d'accord dessus. C'est peut-être le comment, on ne sait pas, mais c'est vraiment aller vers l'autosuffisance et tendre vers la souveraineté. Il faut une agriculture qui puisse nourrir ces populations, transformer et exporter ces surplus. Je tiens à ce mot parce surplus. Que le mot surplus pour réduire sensiblement peut-être le déficit de sa balance commerciale. Il ne faut pas qu'on soit comme dans la situation actuelle où on produit, on exporte, sous prétexte qu'on veut rééquilibrer la balance commerciale sans aucune plus-value. Je pense que c'est pas à faire. Et il faut corriger cela. Il faut absolument qu'on puisse d'abord répondre aux critères d'autosuffisance et de souveraineté alimentaire. Ça, la COVID nous l'a appris. Hein. La COVID nous a appris que la souveraineté était importante dans beaucoup de domaines. Et dans le domaine alimentaire, encore plus. Hein. Et seulement penser à l'exportation et la transformation aussi me paraît importante. Hein. Et donc, partout dans le monde. Je dirais que ça a été le cas partout dans le monde. Exactement. Et donc, réellement, c'est une agriculture tournée vers l'autosuffisance, vers la souveraineté, une agriculture qui nourrit ses populations, qui transforme et exporte ses surplus pour réduire
les déficits de sa balance commerciale. Moi, globalement, voilà ce que je dirais en termes de vision. Mais professeur, il y a quand même une question qui me vient, parce que comment est-ce qu'on trouve justement l'équilibre entre une production qui forcément va être intensifiée, industrialisée, hein, vous y allez très clairement, et une agriculture plus traditionnelle. Il n'y a pas que l'économie qui prime, il y a aussi des réalités culturelles, géographiques, sociales, et je mets 3 petits points. Bon, je pense que là, le constat, c'est qu'au cours de ces 50 dernières années, une agriculture basée sur l'utilisation intensive d'intrants, comme on l'a connu, avait permis peut-être d'accroître la production mondiale d'aliments, la consommation alimentaire. Mais ce type d'agriculture a entraîné la surexploitation de bon nombre d'écosystèmes et met en péril la production future et provoque une augmentation également des émissions des gaz à effet de serre avec son impact sur le changement climatique. Donc, ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas, on ne peut pas continuer à le faire. C'est du durable, le tout économique, il faut augmenter la production, il faut intensifier. C'est très bien. Mais moi, je dirais, il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Je sais qu'il faut cet équilibre, mais le comment trouver cet équilibre, je m'adresse aux spécialistes cette fois-ci. Parce que moi, je ne suis pas. Alors, quel est le spécialiste qui relève le défi? Je n'ai que des spécialistes autour de la table. Monsieur Ndiaye, peut-être. Moi, je suis prêt à prendre le pari de relever le défi. Super. En réalité, le professeur a raison. Mais il y a place, il me semble, à trouver l'équilibre, comme on l'a dit tantôt, entre une agriculture moderne, modernisée, et une agriculture que j'appelle traditionnelle, portée par les petits exploitants agricoles, qui, pour des raisons d'aménagement du territoire et pour des raisons intrinsèques liées à leur niveau de développement, doivent continuer à maintenir cette agriculture-là. Sans quoi, ce serait l'hécatombe, ce serait l'extrême pauvreté, et ce serait aussi des terroirs totalement abandonnés au niveau du territoire national, ce qui ne me semble pas être une bonne approche. Donc, en clair, pour nous, en tout cas pour moi, il y a possibilité de faire coexister les types d'agriculture que nous avons aujourd'hui, les systèmes de production que nous avons dans le domaine de l'élevage, avec les systèmes extensifs avec un élevage qui bouge du nord au sud selon la courbe de disponibilité de la biomasse et des fourrages. Je crois que cet type d'élevage-là, on en a encore besoin pour justement assurer l'équilibre de notre système pastoral. Autrement, Alune le dirait, les chercheurs vous diront que c'est pas possible. Jusqu'au Niger, c'est ce type d'élevage qui est adapté à cet écosystème sahélien que nous connaissons de par la non-disponibilité des fourrages ou de l'eau ou des deux, ou par même le type de vaches que nous avons, le type d'animaux que nous avons qui répondent bien à cet écosystème. Donc, de mon point de vue, la problématique n'est pas tant de dire il faut jeter complètement non, je pense que ce ne serait pas bon et nous devons juste apporter du soutien à ce type de système d'exploitation qui existe, qui est une réalité sociale, économique, dont il faut apporter les soutiens pour leur permettre effectivement de les rendre plus rentables. Ensuite, nous devons avoir, à côté d'eux, justement, nous avons des promoteurs privés qui tiennent des fermes modernes, des laitières qui importent justement des génisses gestantes qui sont capables de vous faire des rendements en lait extrêmement élevés et que nous accompagnons. Nous-mêmes, nous avons une convention avec ANIPL pour l'importation des génisses gestantes soutenue par derrière des programmes de financement pour tout ce qui est alimentation et maîtrise de la chaîne santé animale. Donc, il y a tous les modèles. Simplement, ce qu'il faut compléter, je pense, c'est arriver à mieux organiser les sous-secteurs en termes de qui fait quoi, qui apporte quoi. Aujourd'hui, on devrait pouvoir, à tout moment, en cliquant sur un bouton, savoir qui est producteur de lait de vache, quelle quantité, pour quel moment, et qui produit de la viande
pour quel extra. Et ça, c'est des réponses possibles qu'on peut apporter avec la technologie, les moyens modernes le permettent. Mais il faut un travail de recensement. Je pense qu'il y a un énorme travail de mapping à réaliser avec toute cette data qui existe. On est vraiment au cœur, là, je crois, de ce débat. Alors, je vois l'heure qui tourne. On a évidemment, c'est passionnant. On pourrait faire un colloque sur tous ces sujets. Je voudrais qu'on travaille un peu sur la notion d'attractivité, parce que l'entrepreneuriat se mesure aussi à la capacité d'un secteur économique à y attirer les compétences, car on le comprend aisément avec vos propos, le secteur de l'agriculture dans sa globalité, riche d'évolutions fortes en matière de technologie, vous le dites, de mode de production, d'infrastructures, de qualité. Alors, je vais évidemment pas répéter tout ce qui a été évoqué. Quels sont les défis finalement à relever dans ce secteur pour favoriser l'entrepreneuriat? Docteur Fall, les politiques publiques du Sénégal, est-ce qu'elles sont suffisamment centrées sur cette problématique de l'entrepreneuriat dans le domaine agricole? Il y a certes le PSEJ, mais est-ce que ça suffit? Bon, je pense que en matière d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de programmes au Sénégal, mais les programmes qui portent les fruits, c'est ça le problème. Si vous prenez tout le PSE, et Malik en a parlé tout de suite sur l'axe 1 du PSE, qui voudrait qu'on arrive quand même à travailler un peu sur la structuration de l'économie pour créer de la richesse, augmenter la productivité, et faire en sorte que l'agriculture, en tout cas ce secteur-là, nourrit son homme. Bon, maintenant, au niveau de l'État, dans le programme du plan Sénégal émergent, et je félicite beaucoup Mme Diallo d'avoir saisi cette opportunité pour en faire effectivement ce PSEJ, que tout le monde vraiment veut venir visiter et voir un peu quels sont les fruits de ce projet. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance. Nous sommes là encore pour l'encadrer. Les indicateurs qui sont dans tous ces projets phares, la création, l'emploi est au centre. Je donne l'exemple juste des corridors céréaliers. L'indicateur, c'est 100 000 emplois créés. 100 000 emplois, 70 000 emplois dans les corridors céréaliers et 30 000 emplois dans les cultures à haute valeur ajoutée. Donc, ça dit qu'effectivement, le souci de création d'emplois est dans les politiques de l'État. Tout ce que nous faisons, c'est de savoir maintenant comment faire en sorte que cette politique soit matérialisée sur le terrain. Nous, c'est ça un peu ça le problème. Chaque fois qu'on va vers un bilan, on demande qu'on rapporte un peu le nombre d'emplois créés, c'est difficile. Parce que quand on dit emplois créés, il y a des emplois qui sont créés de manière durable, des emplois qui sont créés de manière temporaire, des emplois qui sont... Vous comprenez quoi? Alors, je comprends d'autant plus que je ne souhaite pas qu'on confonde politique de création d'emplois et politique favorable à l'entrepreneuriat. C'est pas forcément synonyme. Voilà, c'est pas forcément. Non, maintenant, politique favorable à l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus des incitations, ça crée l'environnement qui permet à cet entrepreneuriat, effectivement, de prendre pied, quoi. Je pense que sur ce plan-là, certainement Mme Diallo peut en parler, parce que l'ADER qui a été créée, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais simplement de voir les résultats, c'est ça mon problème. Comment mettre en œuvre ces politiques? Comment les incitations qui sont sur lesquelles l'État travaille, que les gens puissent les exploiter pour qu'on puisse arriver à créer des... Je donne juste l'exemple du financement. Le financement, c'est fondamental. Bon, Malik, je le plains. Vous me tendez une perche, j'allais interroger M. Ndiaye. Allez-y. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Merci. Malik, je sais que... Je vais pouvoir faire une pause, moi. Je sais que chaque année, vraiment, il en a juste là, parce que il n'y a que LBA, il n'y a que le crédit agricole LBA qui existe. Les autres banques, personne ne veut prendre de risque pour rentrer dans ce secteur. Mais lui, il est obligé de prendre en charge toutes ces questions. Mais à lui seul, il ne peut pas tout faire, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on soit imaginatif, quoi. Il faudrait qu'on voit un peu comment, en faisant ce qu'on appelle le pilotage par la voie de l'innovation, comment faire en sorte qu'effectivement, qu'on puisse mettre des activités qui génèrent. Parce que Malik, lui, il va, je le dirais, bon, entre nous, c'est à fond perdu qu'il fait souvent les choses parce qu'il prête beaucoup d'argent et les gens ne remboursent pas. On court toujours derrière les dettes. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait des exploitations, comme Sidi, qui sont capables de faire des comptes d'exploitation, des business plans, et qui génèrent des recettes et qui puissent rembourser les banques. Parce que sinon, aucun banquier, donc le côté financement va rester toujours le problème que nous allons avoir pour la promotion de l'entrepreneuriat. Et l'État est disposé, je crois, et je suis sûr que si on porte le dossier comme nous le portons, l'État va encore mettre des incitations à ce développement de l'entrepreneuriat. Simplement, l'État attend des propositions concrètes. Bien sûr, et l'État ne peut pas tout, c'est normal. Alors justement, Monsieur Ndiaye, j'ai deux questions en une.
Quels sont justement ces instruments dont vous disposez pour accompagner la création ou la reprise d'entreprises dans le secteur agricole et quels sont les critères d'évaluation justement d'un projet entrepreneurial qui vous est soumis? On vient d'entendre, la frilosité, elle est assez classique, des banquiers à prendre des risques, parfois pas toujours, mais aussi pour que votre risque soit mesuré. En effet, je pense que ce que Aline dit, c'est ça, mais ça a été renforcé par la mise en œuvre des nouvelles règles de supervision dites BAL 2, BAL 3, qui sont des règles assez strictes et qui sont basées essentiellement sur l'importance des fonds propres de la banque pour adresser les risques auxquels elle est exposée au quotidien. Donc, quand vous êtes dans le secteur agricole, ça prend une autre dimension, évidemment, puisque il y a dans ce que nous faisons, qu'on le veuille ou non, une part de service public. Il y a aujourd'hui que, comme il l'a dit, vous regardez le financement du secteur agricole, en tout cas dans le secteur bancaire, c'est à peu près 3,5%, pas plus. L'ensemble des financements injectés dans l'économie nationale, on n'a pas plus que 3% destinés au secteur agricole. Et c'est essentiellement la banque agricole qui le fait. Et ça pose la question de l'attractivité, comme vous avez dit, comment faire pour rendre notre secteur attractif, pour le rendre en tout cas de beaux habits, de beaux atours, de façon à ce que les autres acteurs aient envie de venir. Je dois dire qu'il y a quand même quelques frémissements, il y a quelques confrères qui s'y essaient aujourd'hui, bien entendu avec des projets privés, portés par des acteurs privés, comme Séné India, pour ne pas les nommer, et d'autres qui parviennent à lever des fonds. Et pas plus tard qu'hier, j'ai discuté beaucoup avec mon collègue de la BIS sur comment nous pouvons partager du business. Si nous identifions des projets intéressants, majeurs, comment nous pouvons travailler ensemble pour cofinancer ce genre de projet. Et il m'a agréablement surpris en me confirmant sa disponibilité. Et tant d'autres aussi. Nous travaillons aujourd'hui, par exemple, depuis 2 ans, pour ramener le pool bancaire à financer, par exemple, la collecte de l'arachide au moment de la commercialisation et comment aussi faire un pool bancaire pour financer la noix d'anacarde, ce que nous faisons aujourd'hui de façon séparée entre la BNDE, la Banque agricole et d'autres acteurs qui interviennent comme le Crédit Mutuel. Donc, il y a sur place des possibilités d'aller de l'avant ensemble en mettant en commun nos compétences, en sachant qu'effectivement, chaque entité a une orientation qui lui permet de jouer un rôle plus important que d'autres. Alors, et j'ai envie de le dire, je le dis souvent, j'ai l'habitude de le dire, il faut que nous puissions, en tout cas, je dis à mes collaborateurs, finir les moments où le business, on le fait seul, du début à la fin. Ça, c'est fini. Il nous faut travailler à nous-mêmes construire des modèles de financement avec nos partenaires, avec qui nous partageons le risque, mais avec qui nous partageons le revenu. C'est ça un peu la philosophie actuelle qui change. Vous êtes en train de parler d'écosystème en réalité. Exactement. C'est l'écosystème sur lequel nous travaillons, en mettant l'accent sur le nombre de partenariats que nous signons depuis 2 ans, je peux le garantir, est extrêmement important dans toutes les filières. Et nous parvenons avec ça à pouvoir changer le cours des choses dans un sens de maîtrise de l'information et dans un sens de maîtrise des risques. Et d'accroître, ce faisant, le financement que nous mettons. Alors aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, et ça je le dis tout de suite à Madame Diallo, il faut que nous puissions trouver un moyen de faire partie justement de l'écosystème autour de ce projet qu'elle va lancer au mois de juillet. Nous devrions peut-être être la banque qui vient effectivement accompagner l'incubateur agroécologique parce que l'agroécologie, c'est quelque chose de nouvel, qu'on le veuille ou non, c'est pas tout à fait pratiqué, c'est pas tout à fait bien connu, et c'est bien qu'on le PSG met en place justement une expérience d'incubateur agroécologique qui va pouvoir diffuser justement les bonnes pratiques et par quoi on comprend un peu l'agroécologie. Ça permettra en tout cas à nous, en tant qu'acteurs dans le financement, d'apporter en tout cas des contributions et d'en apprendre aussi, parce qu'il est important aussi d'apprendre de ce que les gens font. Clairement, et là encore, de prendre des risques plus mesurés. Parce que à la fin de la journée, si la banque ne peut pas retrouver ses fonds, elle va à l'échec, elle ne pourra pas continuer à travailler. Donc, on a besoin de mettre en place des écosystèmes, de mettre en place des modèles, de partager une approche commune dans lequel nous pouvons avoir, en tout cas, rassurer tous les acteurs. Chaque acteur doit s'y retrouver en ayant la claire conscience qu'un acteur qui perd,
c'est justement la chaîne qui pose problème. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut travailler encore davantage pour que le secteur agricole attire. Il y a des possibilités. Comme je dis, les potentialités sont là, mais on ne se nourrit pas de potentialités. Il faut les exploiter. Il faut faire du concret, comme Sylvie Diakhaté. Exactement. Il faut faire du concret et nous sommes tout à fait ravis de pouvoir y contribuer. En tout cas, nous restons très ouverts sur ce point-là et je pense que je donne l'exemple, puisque souvent les gens ne le savent pas. Vous allez au Ghana, au Nigeria, au Ghana, et nous participons dans des forats où nous sommes très impliqués dans la réflexion. C'est la Banque centrale du Nigeria et la Banque centrale du Ghana qui mettent en place des programmes qu'on appelle le NERSIM. C'est des programmes de soutien au financement du secteur agricole pour l'ensemble des banques, avec des incitations, des obligations d'affecter un pourcentage donné de leurs encours au secteur agricole. Bien entendu, avec des possibilités d'accès au refinancement, des possibilités, etc. Ce qui n'existe pas dans notre zone. Ici, la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest est tout à fait déconnectée, elle est tout à fait dans son petit coin. On n'arrive pas à l'inclure dans les réflexions que nous menons au niveau du financement du secteur agricole au plan continental. Évidemment, ça constitue un handicap pour nous et nous sommes seuls à porter ce débat et nous pensons qu'un jour, elle se résoudra à nous rejoindre pour quand même au moins participer à ces débats et en apprendre et participer un peu à une bonne prise en charge du financement. Merci pour tout ce volontarisme, Monsieur Diakhaté. Ce serait à refaire, vous feriez quoi? Pas de regret en ce qui concerne votre choix de créer une entreprise dans le secteur agricole. On parle d'écosystème. L'écosystème vous semble favorable, même s'il y a bien sûr plein de choses à faire encore. C'est une excellente question. Je pense que M. Ndiaye a énuméré pas mal de solutions. Donc, en ce qui concerne d'abord les politiques au niveau de l'État, je pense que je vais citer peut-être 2 programmes que j'ai essayé de côtoyer à un moment donné. C'est le PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires, mais il y a également l'ANIDA. Donc, ça également, c'est des programmes que l'État a mis en place pour essayer quand même de créer de la valeur ou bien d'améliorer l'attractivité au niveau de l'agrobusiness. Par contre, ce que par exemple, nous rencontrons dans le milieu, c'est quand même, il y a énormément de problèmes pour avoir un accès à la terre. Donc, le foncier, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très difficile. Donc, je donne juste un petit exemple. Dans la zone des Niayes, donc à environ 50 à 60 km de Dakar, pour avoir 1 hectare de terre, il faudra compter entre 6 et 7 millions. Et maintenant, il faudra prévoir les investissements, la clôture, la pompe, le forage et tout. Donc, pour avoir 1 hectare clé en main dans la zone, il faudra compter entre 6 et 7 millions. Et imaginez, par exemple, si vous avez un financement avec un taux d'intérêt, un délai de remboursement peut-être de 6 mois, regardez, ça va être très, très, très difficile pour arriver quand même à respecter ces échéances-là. Ça, il faut également le dire. Le financement, ça doit être pour une start-up qui vient de démarrer, ça doit être des fonds d'amorçage, comme en France, vous le savez bien, ou également des subventions. Mais un crédit avec un taux d'intérêt quand même qui est supérieur à 10%, honnêtement, dans la pratique, l'entrepreneur aura du mal à honorer ses échéances. Il ne peut pas se le permettre, bien sûr. Le risque est trop grand. Ça rejoint d'ailleurs les questions qu'on a, parce que je regarde en même temps le chat, il y a pas mal de choses, donc je ne peux pas tout prendre parce qu'on n'a pas le temps, où on parle de réactivité qu'on attend des institutions et des banques qui ne sont pas forcément adaptées à la réalité, à l'urgence sur le terrain. Parfois pas de retour aussi, ça peut arriver bien sûr. Comment faire? Quelles nouvelles aides proposez-vous? Voilà, enfin c'est un questionnement majeur, évidemment, qui est souvent soulevé dans le chat, que je relève un instant. Oui, c'est exactement ce qui revient. Donc, l'État doit appuyer à favoriser l'accès à la terre pour les jeunes, mais également l'accès à un financement non contraignant, les fonds d'amorçage ou bien les subventions, mais également des couveuses. Donc là, je salue quand même l'initiative du PSEJ. Une couveuse doit accompagner normalement jusqu'à 24 mois. Donc, ça peut être des couveuses ou bien des accélérateurs. Ça permet à la start-up quand même d'avoir une certaine stabilité au cours de la première jusqu'à la 2e année.
Donc, si on a facilement l'accès à la terre, des financements non contraignants, mais également une couveuse derrière pour appuyer sur tout ce qui est papier administratif, sur la commercialisation, sur les commandes, les contrats, mais facilement l'entreprise aura un soutien favorable pour quand même réussir à atteindre ses objectifs. Moi, je pense qu'en termes d'amélioration, en termes je sais pas comment je vais appeler ça quand même, augmenter l'attractivité, il faudra réfléchir sur ces 4 questions-là. Il y a les jeunes qui sont vraiment très, très intéressés dans le domaine de l'agriculture. Nous recevons chaque jour énormément de questions. Je voudrais investir. Voilà, j'ai des terres. Il y a même des jeunes quand même qui ont des terres dans leur village, mais dans leur région. Mais ils ont du mal à quand même avoir un accompagnement et un financement non contraignant. Donc, je pense que ça également, M. Ndiaye l'a dit tout à l'heure, hein, donc, nous avons pris des crédits et souvent, si on ne rembourse pas, quand même, les banques auront des difficultés. Mais quand même, pour maintenant essayer d'avoir un financement qui permet à un entrepreneur d'arriver à atteindre ses objectifs, il ne s'agira plus de juste donner un financement et puis d'attendre dans son bureau la fin du mois pour dire à l'entrepreneur de venir payer. Il faudra donner du crédit, mais également d'aller sur le terrain, de voir quels sont les acquis, qu'est-ce qui ne marche pas. Comme ça, on aura, si en cas de problème, on peut arriver à trouver facilement des solutions. Donc, je pense vous êtes en train de parler de coopération. Voilà, c'est ça qu'il faudra développer. Donc, je pense qu'une fois qu'on a ce système qui est construit entre l'organisme qui finance et l'entrepreneur, facilement, au bout de deux années, normalement, on doit pouvoir observer une très bonne rentabilité. Et puis voilà, le secteur sera vraiment très attractif. Et ce qu'il faut retenir, c'est pour un verger ou bien une exploitation d'1 hectare, facilement, ça peut employer jusqu'à 5 personnes, 2 personnes permanentes et puis 3 personnes comment je vais appeler ça encore, comme des temporaires. Voilà, donc ça peut quand même régler quand même le problème du chômage. Mais c'est un peu difficile quand il faut gérer les activités financières. Donc déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les charges fixes pour une exploitation, ça peut aller facilement jusqu'à 260 000. Quand on y rajoute un remboursement de 250 000, ça fait facilement 500 000 et avec certaines situations comme la COVID. On a bien compris, ces éléments-là. Merci pour les jeunes également, parce que c'est intéressant l'agriculture, mais au départ, c'est extrêmement très difficile, il faut le savoir. Il faut juste un bon suivi, il faut avoir le bon financement pour pouvoir y développer. Madame Diallo, justement, au fond, quand on entend tous ces propos, le vrai défi, finalement, c'est de faire en sorte que tout l'écosystème, à la fois institutionnel, économique et universitaire aussi, que vous représentez fortement autour de cette table, soit en phase pour atteindre les objectifs dont on parle. Qu'est-ce que vous en dites? Tout à fait. Sans cet écosystème, on va nulle part. Et je pense qu'on doit tous s'atteler à construire cet écosystème. Il y a encore beaucoup à faire parce que je pense qu'il est incomplètement construit. Et nous devons, c'est de notre responsabilité, je pense, de pouvoir le construire pour que tout le monde y gagne. Moi, c'est vraiment, je pense qu'on n'y est pas encore. On est en bonne voie quand même, on est en bonne voie, on est d'accord. On est en bonne voie, certes, mais il reste encore beaucoup à faire. Mais vous ennuieriez s'il n'y avait plus rien à faire. Alors, je vois l'heure qui passe, on est un peu en retard, mais cher public connecté, j'espère que vous appréciez ce dialogue qui est rempli vraiment de belles expertises. J'aurais 1000 questions encore à poser, le sujet est tellement vaste. En même temps, je veux respecter notre timing. Je sais que vous participez aussi beaucoup via le chat. Merci. Vous pouvez continuer. Il y a des réponses qui se font indépendamment du dialogue qu'on a là, puisque sur le chat, il se passe toujours beaucoup de choses. Et vous aurez aussi des réponses après l'événement si besoin. N'hésitez surtout pas. Mais je voudrais aussi vous demander votre attention, car je vais donner la parole au professeur Aminata Sall Diallo pour un temps fort qu'on souhaite instituer à partir d'aujourd'hui. C'est une nouveauté dans nos e-rencontres. Madame Diallo, je crois que vous souhaitez décerner le coup de cœur de notre e-rencontre du PSEJ. Et à qui l'attribuez-vous ce coup de cœur? Je pense naturellement, je vais dire à Sidi Diakhaté, c'est notre coup de cœur. Et je pense que tout ce qu'il a expliqué, pour moi, Sidi est une vitrine. Je pense que pour moi, Sidi est un exemple pour la jeunesse.
c'est un exemple parce que voilà quelqu'un qui a fait des études jusqu'au doctorat et aujourd'hui qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat, qui fait face à des défis et qui aujourd'hui lutte pour pouvoir lever toutes ces contraintes. Et je pense que le parcours de Sidi, il faut le donner un exemple aux jeunes pour qu'on voit que il n'y a pas que l'administration, il y a d'autres voies aujourd'hui pour la jeunesse et comme on dit tout le temps et ce que j'aime répéter à mes enfants, qui veut peut. Et aujourd'hui, moi, je suis en admiration devant Sidi parce que contrairement à ses projections, c'est quelqu'un qui détient un doctorat et réellement qui voulait intégrer l'université en tant qu'enseignant, etc., qui aujourd'hui a pris le pari de faire de l'agriculture, de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole en apportant justement tout son background de chercheur dans la modernisation de l'agriculture. Donc voilà la raison pour laquelle moi, mon coup de cœur, c'est Sidi, que je voudrais donner en exemple aux lauréats du PSEJ, mais pas seulement, à toute la jeunesse sénégalaise. Merci pour ce très beau message. Alors, Sidi Diakhaté, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? C'était pas prévu, hein? Donc là, il va falloir être spontané, hein? C'était une grosse surprise, donc j'ai même pas les mots, hein. Donc pour professeur quand même, il faut, comme je le dis souvent, il faut toujours saluer son leadership. Donc pour un professeur de médecine qui se lance dans l'entrepreneuriat, mais avec des conditions très difficiles au départ. Hein. Donc, je ne sais pas s'il vous a expliqué son parcours au départ. Donc, Guy, vous étiez là en 2016-2017. Donc, elle s'est beaucoup battue. Donc, elle sait également écouter les jeunes. Donc, je me rappelle à la première année, donc, quand j'ai fini la formation, donc, on était en train d'attendre les financements. Donc, c'était vers le mois de août-septembre. Et comme j'avais un projet sur l'oignon, il fallait commencer à faire les pépinières. Donc, j'ai commencé à préparer la pépinière sur fonds propres. Mais au mois de décembre, il fallait repiquer, il fallait recruter des temporaires pour le repiquage, l'engrais de fond et tout. Donc, j'avais plus de sous. Et puis voilà, j'ai écrit un mail spontanément en lui disant que je ne peux plus attendre la subvention, il me faut continuer. Et spontanément, elle m'a appelé dans son bureau. Et puis voilà, elle m'a dit que voilà, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai expliqué, je lui ai envoyé le document avec les commandes à faire. Et automatiquement, elle m'a vraiment appuyé financièrement sur ce plan-là. Donc, c'est une personne qui est vraiment très généreuse, qui nous écoute et qui nous appuie dans nos projets. Donc, je voudrais la remercier quand même par rapport à tout ce qu'elle fait pour les jeunes. Pour les alors, c'est un coup de cœur pour vous, c'est un coup de cœur pour elle, on ne sait plus là. Il y a des coups de cœur qui partent dans tous les sens. En tout cas, bravo à vous, c'est évidemment mérité. On fera une petite interview hors antenne. Votre témoignage sera adressé à toutes les rédactions du Sénégal et d'Afrique et même d'ailleurs, parce que vous le méritez. On fera ça dans quelques temps et avec grand plaisir. Allez, dernière ligne droite. Je suis sûr qu'un dernier tour de table fera plaisir à notre public. J'espère que c'est aussi OK pour vous. Le Sénégal, d'ailleurs, l'Afrique plus globalement semble se situer à une sorte de croisée des chemins. On l'aura compris. Alors, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que l'entrepreneuriat, ces innovations constituent l'une des clés majeures dans les années à venir pour contribuer pleinement à tous les objectifs d'une agriculture moderne que vous avez vous-même évoqués, et plus spécifiquement d'une sécurité, d'une souveraineté alimentaire durable et partagée. Madame l'administrateur général du PSEJ, qu'est-ce que vous en dites en deux mots? 100% d'accord. 100% d'accord, ça c'est parfait. Merci. Mais vous pouvez dire un mot de plus quand même. Non, deux, c'est bon. J'ai beaucoup parlé, je vais laisser la parole à nos invités. C'est gentil, merci pour eux. Alors, Sidi Diakhaté, notre coup de cœur, quelle est votre réflexion par rapport à ça? Et attention à ce que vous allez dire, vous avez changé de statut. Merci beaucoup. Moi, je pense que par rapport à ce que vous avez dit globalement sur la session d'aujourd'hui. Vraiment, c'est une session qui intéresse tous les jeunes, plus particulièrement également les lauréats du PSEJ. Voilà, donc globalement, je vais peut-être,
Je vais faire comme professeur également. Je ne vais pas continuer à monopoliser la parole. Donc, je vais laisser peut-être nos doyens, M. Malik Ndiaye et puis Dr Aline Fall, quand même, de faire la synthèse. Et puis voilà, je pense qu'on va encore apprendre. Nous sommes encore très jeunes. Voilà, nous sommes préférés rester derrière et puis voilà, petit à petit apprendre auprès de mes grands chefs. Alors à vous, docteur Alioune Fall, puisqu'on attend votre propos, visiblement, et on donnera le mot de la fin aussi à M. Ndiaye, bien sûr. Bon, toujours, c'est vrai que j'accompagne le PSJ depuis pratiquement son démarrage. Bon, moi, j'ai toujours l'esprit de chercheur. Hein. Donc, on fait quelque chose, il faut l'évaluer, il faut savoir quelles leçons en tirer. Je pense que la capitalisation elle est fondamentale. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on a pratiquement 3 modèles. Hein. Le modèle de ANIDA, on connaît très bien pourquoi on avait monté ANIDA. Le modèle de PRODAC avec l'équilibre des territoires, pourquoi on avait monté le PRODAC. On a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat des jeunes et PSJ est venu pour développer un modèle de PSJ. Je pense qu'il faudrait, c'est de faire une capitalisation de ça. Parce qu'encore une fois, je vous dis que les autorités veulent accompagner. Mais il faut dire aux autorités qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est à partir de la capitalisation, tous les problèmes que Sidi vient de souligner là, il faudrait qu'on puisse mettre ça dans des documents d'études qui nous permettent de dire, OK, la prochaine fois qu'on parlera de politique, de l'entrepreneuriat des jeunes, voici les leviers sur lesquels il faut que les politiques quand même puissent accompagner. Je crois que si on le fait, et je vais dire à Mme Diallo, en tout cas, actuellement, Sidi s'inquiétait un peu de ces questions de subvention, des engrais qui sont stockés dans des magasins qui sont revendus à des prix supérieurs. Il y a une étude sur la subvention qui est actuellement en cours au ministère de l'Agriculture, une étude objective, et c'est le BAM, le Bureau d'analyse macroéconomique de l'ISRA qui est en train de faire ça, accompagné par l'Union européenne. Ce qu'il faudrait, c'est qu'effectivement, qu'on puisse capitaliser cette question de PSJ, et je dirais à Mme Diallo, pourquoi ne pas discuter aussi avec le BAM, ils ont des outils d'évaluation en cas d'orientation, qui leur permettent effectivement de tirer les grandes leçons à partir de SWOT, en cas des contraintes, de tout ça là, vraiment analyser et de dire au président de la République, pour votre politique d'entrepreneuriat des jeunes, voici les axes et les leviers sur lesquels il faudrait mettre le point. Un autre point important aussi, ça ne se passe pas uniquement au Sénégal, ça se passe aussi dans la sous-région. Donc je vais demander à Mme Diallo, en tout cas les CD et tout ça, peut-être de visiter ce que fait le FARA avec le projet Unibrain. Unibrain, c'est encore l'agripreneur. Eux, ils disent ça agripreneur. Dans ce truc d'agripreneur, il y a encore une bonne partie, c'est les jeunes en fait qui veulent appuyer à s'approprier des nouvelles technologies, notamment, vous avez parlé de digitalisation et tout ça, et des startups. Donc ça se fait au niveau de la sous-région. Et même le CORAF, avec un gros projet qu'on appelle IAD, financé par l'Islamic Development Bank, l'Islamic Development Bank, dont vous connaissez, c'est la Banque islamique de développement, qui a travaillé aussi sur ces aspects-là. Je pense qu'une étude comme ça, comparative, étudier en tout cas pour permettre de voir où est-ce qu'il faut aller avec le PSJ, je crois que ce sera très important pour les politiques et ça nous permettra d'avancer. En tout cas, je le souhaite, en tout cas qu'on puisse tirer les grandes leçons de cette expérience de Mme Diallo. Merci, Dr Fall. Malik Ndiaye, que vous inspirent les mots d'ouverture que j'avais formulés? Alors, bien sûr, ils sont trop brefs et on a trop peu de temps, mais quand même, 2-3 inspirations pour clore. La première chose, je pense que c'est de témoigner, en tout cas, de la grande satisfaction que j'ai eue ce matin en partageant ce plateau avec ces experts, ces éminents experts, et aussi sous le lead de Madame Diallo, qui m'a appelé il y a quelques semaines pour me parler longuement au téléphone et qui m'a permis en tout cas de comprendre qu'il se jouait quelque chose, évidemment quelque chose d'important pour le pays, et c'est un honneur de pouvoir y participer modestement, je pense, à notre échelle. Deuxième chose, je pense que dans tous les pays du monde, les initiatives pour accompagner la création d'emplois par le biais de l'entrepreneuriat des jeunes fait l'objet d'un dispositif particulier. Je veux dire par là qu'il faut qu'un dispositif soit mis en place, y compris le PSJ, qui fait partie, un dispositif de financement aussi, comme l'a dit tout à l'heure Sidi, avec des financements spécifiquement adaptés à ce type d'entrepreneur, parce que nous savons tous que la création d'entreprises a un taux de mortalité extrêmement élevé au bout de 2-3 ans, etc. Donc, c'est des choses qui font que les banques que nous sommes, évidemment, sans dispositif particulier de couverture de risque, peuvent avoir des difficultés à pouvoir accompagner les jeunes
porteurs de projets, surtout les porteurs de projets. Donc, il est important, je pense que, comme l'a dit Alioune, que nous puissions porter à l'autorité des axes de travail, des axes de réflexion, des recommandations fortes et des préconisations qui leur permettent effectivement de comprendre que c'est ça qu'il faut faire et il ne faut pas faire ça sur la base d'expériences déjà vécues. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été initiées dans ce pays, beaucoup de projets ont été mis en place, beaucoup de structures destinées à la promotion de l'emploi des jeunes, de l'employabilité des jeunes, dans la formation, dans le financement, dans des projets sur le terrain. Tout cela mérite aujourd'hui, je pense, qu'on s'arrête, qu'on l'évalue et qu'on essaie de faire en sorte de créer l'écosystème. Cet écosystème dont on parle tant, qui devrait regrouper l'ensemble des acteurs clés et qui devrait aussi avoir de certaines cohérences d'ensemble dont la seule finalité, c'est de pouvoir aider les jeunes entrepreneurs à porter correctement leurs projets, à les réussir dans le temps et à pouvoir effectivement véritablement atteindre cette masse critique dont nous rêvons tant pour poser définitivement sur la création d'emplois au niveau local et d'éviter justement que ces jeunes ne soient tentés par l'aventure, toutes choses que nous regrettons parce qu'effectivement, c'est comme si nous n'étions pas concernés alors que nous sommes très concernés. Ce pays nous appartient, nous devons pouvoir faire en sorte que les jeunes qui y vivent le soient avec aisance, avec bien entendu derrière la possibilité de s'asseoir sur une activité durable, rentable, qui leur permette effectivement de marquer leur dignité. Et je pense que aucune énergie, aucune idée ne sera de trop. Et nous sommes en tout cas en première ligne tout le temps sur ces problématiques au quotidien et nous sommes toujours ravis de pouvoir y apporter notre contribution pour que nous puissions, en tout cas dans les semaines, mois à venir, faire en sorte que la balance puisse basculer définitivement vers cet espoir que nous avons tous de pouvoir mettre en place des projets rentables, des projets créateurs d'emplois et une économie agricole forte et dont la contribution sur le plan économique ne fera aucun doute. Merci en tout cas pour avoir modéré de façon très professionnelle cette plateforme en ligne et merci aussi à Madame Diallo de nous avoir associés à cette plateforme de ce matin qui est très riche et merci aussi à mon collègue ami Alioune et Sidi que j'encourage en étant non seulement lauréat de PSJ mais aussi ce matin le coup de cœur que nous avons bien apprécié. En tout cas, vous le méritez et je pense que ce que je peux vous dire, c'est que dans votre marche, si vous avez besoin de la Banque agricole, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir du financement bonifié, à taux d'intérêt bonifié, sur les plans de campagne que vous faites sur le cycle court. Nous sommes tout à fait disposés à vous accompagner. Merci encore une fois. Merci à vous. Le message est passé. Merci infiniment pour vos très belles contributions à chacune et chacun. C'était vraiment un bonheur, voilà, je vais le dire, de vous avoir avec nous. Chacune et chacun de chez soi doit pouvoir vous applaudir dans sa tête, peut-être même en faisant ça. Moi, je m'y associe bien volontiers parce que ça me fait plaisir de vous le dire. Vraiment bravo. Avant un tout dernier propos, j'aimerais simplement redire aussi un grand merci et un bravo à l'équipe organisatrice qui est toujours au top pour nous préparer un programme de choix à chaque épisode avec en plus aujourd'hui de très belles images qui ont été diffusées en direct. On fait de la télé, c'est génial. Merci pour les conditions techniques une nouvelle fois excellentes. Merci à l'équipe du PSEJ, tout est toujours parfait. Professeur Aminata Sall Diallo, vous êtes notre hôte. Je vous donne bien évidemment la parole pour le mot de la fin. C'est une tradition à laquelle je tiens, tout simplement. Je crois sincèrement qu'on peut remercier et féliciter ces belles personnalités que vous avez su une nouvelle fois réunir pour nous et qui ont magnifiquement alimenté, sans mauvais jeu de mots, notre discussion. Qu'est-ce que vous en dites ? Un grand merci, mais je voudrais juste peut-être rassurer Guy, comme Monsieur Malingay, rassurer Alioune et Monsieur Malingay, pour leur dire que l'évaluation du PSEJ et les leçons apprises du PSEJ ont été faites. On a fait une grande recherche lors de l'élaboration du plan stratégique de développement du PSEJ, de 2021 à 2025. Non seulement nous avons fait le diagnostic, nous avons fait l'analyse des forces et des faiblesses, mais même lors du comité de pilotage, nous avons posé des questions fondamentales telles que la mutation institutionnelle, comment mettre à l'échelle ce genre de projet. Et je suis allée encore plus loin. Je suis allée voir la plus haute autorité de ce pays.
Pour dire quoi? Pour dire, voilà un programme qui était un programme pilote, où aujourd'hui, nous avons les résultats. Je suis venue vous apporter les résultats, mais pas seulement. Je suis venue également partager avec vous les leçons apprises. Il y a la voix des jeunes, il y a l'analyse de l'écosystème, il y a la projection et la construction de l'écosystème. Et j'ai dit, aujourd'hui, il nous faut coordonner tout ça. Nous avons énormément d'initiatives. Le PRODAC, nous avons comment ça s'appelle? Il y a le PRODAC, l'autre avec Malik Sarr, là. Anida. Nous avons l'ANIDA, nous avons le PRODAC, nous avons le PSEJ, nous avons en termes de financement énormément d'initiatives, l'ADER, etc., etc. Mais il nous manque une chose fondamentale. Nous n'avons pas de stratégie. Il nous faut une stratégie nationale. Et je suis allée encore plus loin. J'ai mouillé la chemise pour élaborer et partager cette stratégie nationale, au moins pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et maintenant, la décision, elle est éminemment politique. Elle n'est pas entre mes mains. C'est cette décision que nous attendons. Je pense qu'on est multi-acteurs. Nous allons tous nous mettre autour d'une table pour pouvoir valider, prendre les inputs des uns et des autres et aller résolument vers une stratégie nationale qui va inclure l'ensemble des acteurs et va nous permettre peut-être de relever le défi. Ça, je le dis à l'attention donc des gens qui nous écoutent, mais également des acteurs qui sont là aujourd'hui, et leur dire, nous sommes tous engagés aujourd'hui à aller de l'avant, à construire cet écosystème entrepreneurial dans le domaine de l'agriculture, mais peut-être pas seulement. Et j'ai entendu votre clin d'œil, monsieur Ndiaye. Le PSEJ viendra vous rencontrer. On en a déjà discuté au téléphone pour voir quelles sont les propositions concrètes que nous pouvons avoir et des choses spécifiques par rapport aux lauréats du PSEJ et au-delà pour la jeunesse sénégalaise dans le domaine de l'agriculture. Je voudrais vous dire que c'est vraiment aujourd'hui tout le plaisir que j'ai eu à participer à ce panel. Et je pense que j'ai beaucoup appris. Je pense que les internautes aussi qui nous écoutent, nos lauréats ont également beaucoup appris. Mais c'est le début, juste le début d'une aventure que nous souhaitons qu'elle se transforme en une réalité dans notre pays avec un écosystème construit vraiment en faveur de la jeunesse de notre pays. Et un grand, grand merci d'avoir accepté de participer à ce panel. Je pense que nous avons tous bénéficié de votre expertise qui ne fait plus l'objet d'un doute par rapport à ceux qui nous écoutent. Merci Guy, merci à toute l'équipe qui réellement, techniquement, nous soutient depuis le début de nos émissions. Merci à toi Guy pour ton engagement auprès du PSEJ. Je dois dire que ce format des e-rencontres a été proposé par vous-même après avoir participé pendant plusieurs années aux enseignements du PSEJ et vous m'avez proposé et je l'ai accepté et je pense que c'est quelque chose que nous ne regretterons pas et que nous tenterons à pérenniser. Un grand merci à tout le monde. Merci infiniment, chère Madame Diallo. Merci aussi à vous toutes et tous pour votre participation à ce 4e épisode des e-rencontres du PSEJ. Vous pourrez le revoir en ligne sur la chaîne YouTube du PSEJ, la meilleure qui soit, et ceci très prochainement. Quant à nous, on se retrouve dans 8 semaines pour un nouvel épisode qui sera consacré justement au financement, à l'accompagnement. Donc, vous voyez qu'il y aura une transition avec ce qu'on a discuté aujourd'hui avec nos panélistes, nos experts. Vous serez toutes et tous invités. N'hésitez jamais à parler de ces rencontres autour de vous. N'hésitons jamais non plus à parler d'entrepreneuriat, à défendre ces valeurs qui servent l'économie et la jeunesse de votre beau pays qu'est le Sénégal. D'ici à notre prochain rendez-vous, n'arrêtez jamais d'entreprendre et aussi prenez soin de vous et de vos proches. À très très bientôt. Merci, portez-vous bien. Ciao, ciao. Voilà, merci Guy. Merci Guy. Et félicitations à Sidi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame Diallo. Félicitations Sidi. Merci Aline.
Merci beaucoup. Merci à tous. Je vous invite pour le prochain panel sur le financement. Merci. Merci, Madame Diallo. Voilà, merci. Merci. Merci.